Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Julien Billot. Alors Julien, c'est l'un des 3 fantastiques de cette génération qui a marqué le kayak français. Avec Fabien Lefebvre et Benoît Péchier, ils ont dominé le slalom mondial au début des années 2000. Champion d'Europe en 2004, champion du monde en 2006, Julien est maintenant coach des kayaks australiens. Salut Julien, et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au kayak slalom ? Alors, ce qui m'a amené au kayak de slalom, alors je dirais avant toute chose, c'est être dehors. Être dehors et être sur l'eau. J'ai passé beaucoup de temps dans l'eau avant de faire du kayak. Mais avant tout, c'était être dehors et être près de l'eau. Ça, c'est sûr. Euh, Quand j'ai commencé à faire du kayak, je faisais aussi j'ai fait un peu de judo, mais je faisais du karaté à ce moment-là. Et je faisais des compétitions régionales, nationales. Et je passais beaucoup de temps en salle. Typiquement, on partait avec le club de karaté. On passait le dimanche de 8 heures, enfin, ce qui me paraissait très long, moi, de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures dans un gymnase. Et je sortais de là, j'avais la tête comme ça, j'avais mal à la tête. Et donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, surtout euh, après avoir fait du kayak, je préférais beaucoup plus être dehors, dans l'eau. Et ce qui marchait bien avec notre mode de vie familial, où on était aussi beaucoup dans l'eau quand j'étais plus jeune. Donc, c'était vraiment le premier truc, première accroche. Euh, donc j'ai fait un ou deux stages scolaires en bas de chez moi quand je suis revenu en métropole. Donc j'avais quoi, 10 ans. Je rentrais en CM2, donc c'était à l'automne CM2, un truc du style, 10 ans. Et donc ça nous a plu. On a fait un stage d'été en plus parce que la présidente du club qui habitait en bas de chez mes parents, là sur la mer, nous a dit ah bah tiens, on fait vous pouvez faire un stage estival si vous voulez. Donc on a fait ça. Et puis à l'automne, on a un nouveau, il y avait un nouveau éducateur sportif à la mairie qui est arrivé, donc Bruno Carlier, ancien ancien membre des équipes de France. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que ses derniers championnats du monde, c'était à Bala en 81, 82. Bon, 81, bref, je crois, voilà, ouais. 81. Donc, il a fait un peu ça enfin, voilà, il a fait du haut niveau en équipe de France, tout ça. Et donc, il arrivait dans la mairie, dans la ville où j'habitais, quoi. Donc, il venait du sud-ouest, vers Montpellier, je ne sais plus exactement où. Donc, il C'était où que débarquait là. t'habitais, toi ? C'était où Moi, que t'habitais j'habitais, alors j'habitais, pour appeler Montpellier le sud-ouest ? ouais, ouais, putain. Le Pradé, donc c'est pas loin de Toulon, dans le sud-est pour le coup, mais Ok. c'est pas complètement bon. Ouais. Je sais plus d'où exactement. Bon, bref, de là-bas. Et donc il arrive là, et puis la présidente du club me dit ah, bah tiens, il y a un gars qui est intéressé pour monter une petite pratique compétition, slalom et tout. Donc banco, on y va. Puis il y avait un petit groupe, et puis on s'est marré. Donc c'est l'attrait, voilà, l'attrait d'être dehors, d'être dans l'eau, sur l'eau, et puis tout de suite un petit groupe de jeunes. Moi, j'étais le plus jeune, donc j'avais peut-être 10, 11 ans, et le plus vieux, il avait 16 ans peut-être, et un coach sympa, éducateur, qui nous racontait plein d'histoires, quoi. Donc voilà, c'était top. Ouais, ta famille venait pas du tout du kayak, c'est parce que la présidente habitait en bas que tu t'y es mis, quoi. Ouais, non, non, ils n'étaient pas du tout kayak. On était plutôt sportifs, mais pas sportifs. Sport outdoor, mais pas à se la coller, quoi. C'était plutôt apnée, pêche, plongée, randonnée en montagne, des trucs comme ça. Bon, après, mes parents avaient un passé jeune sportif, mais pas plus que ça. Enfin, mon père faisait du rugby au lycée quand il était étudiant. Quand il était étudiant, ma mère, elle faisait
Elle faisait de l'athlétisme et de la danse classique. Voilà, donc des gens qui bougent, pas gogol avec leur corps, mais jamais une pratique intense de haut niveau. Mon père, si, mon père a fait un peu de natation au niveau militaire quand il était dans ses formations militaires de pharmacien à l'armée. Mais il faisait pas mal de natation, plutôt bon nageur, championnat de France et tout ça, militaire. Mais bon, voilà. Après, c'était plutôt moi de ce que je connais d'eux, c'est plutôt être dans l'eau, faire de la plongée et faire de l'apnée et des choses comme ça. Et alors, tu disais que tu es revenu en métropole. Tu étais où avant? Tu avais beaucoup voyagé? Ouais, alors je suis né, donc je suis né en France. Mes parents et mon frère, j'ai un frère de 3 ans, mon aîné François, euh, qui, qui est né avant moi évidemment. Euh, et donc ils habitaient en Afrique, Afrique de l'Ouest. Et donc il me semble que je suis né en France. Ma mère est revenue en France pour me donner naissance. Et à 3 semaines, donc de 3 semaines, jusqu'à 10 11 ans, j'étais en Afrique, Madagascar et Polynésie française. En gros, Centrafrique, tout ça, ces trucs-là. Un peu paumé, quoi. Euh, et je suis revenu en France à 11 ans, 10 11 ans, voilà, pour le CM2, un truc du style. Et tout de suite, quand on est revenu en France, voilà, j'ai mis le pied dans le kayak avec l'école, quoi. J'ai fait un premier stage. Donc avant ça, moi, pas du tout. La pratique sportive, comme je te dis, je connaissais pas. C'était chasse aux papillons, aller se baigner dans le fleuve, aller pêcher, tu vois, voilà, des trucs du style, quoi. Jouer avec des têtes de requins sur la plage quand on allait, quand on allait camper sur les îles. Voilà, tu vois, le gars roots qui va attraper voilà, le mec qui va dans la nature, quoi. Ah, tu t'es vite retrouvé à ton aise quand tu es arrivé en Australie, alors. Ouais, ouais, bah ouais, on peut parler de ça plus tard, mais c'est vrai il y Ouais. avait le pourquoi je suis venu travailler en Australie. Ouais, ça me parlait beaucoup, quoi. Il y avait un côté exotique que je retrouvais, quoi. Et, On y euh, reviendra. On y reviendra, ouais. et sinon, après, pour terminer là-dessus, enfin, je te peins le truc comme quoi j'étais l'homme des bois et tout ça, mais quand même, j'ai aussi fait un petit peu, quand j'étais à Tahiti, moi, à partir de 9 ans, peut-être, j'ai fait un peu de judo pendant peut-être 2 ans. Puis après, on avait un prof un peu trop méchant qui nous faisait faire des pompes et qui nous marchait sur le ventre quand on faisait pas bien les trucs. Donc, on a arrêté ça et on a fait du karaté. Et karaté, ça me plaisait bien. J'en ai fait ouais, pendant 2 3 ans, 3 4 ans peut-être, quand on était à Tahiti. Et on avait un super prof et ça, on s'était bien régalé. Puis j'ai continué quand je suis revenu en France, en métropole. Euh, je faisais 2 3 entraînements par semaine de karaté entre allez, 12 ans et 17 ans, 18 ans. Donc ça, c'était plutôt chouette. J'avais un rapport au corps sympa. Il y avait en même temps la discipline, mais en même temps être flexible, bouger vite. Voilà, des trucs un peu cool, quoi. Ouais, tu as gardé ça pendant le kayak. Tu as continué à faire du karaté. Ouais, ouais, j'ai continué jusqu'à 17 18 ans. Je crois. Il me semble que j'ai moins fait de karaté au moment du bac. Bah, parce qu'il y avait pas mal de. Voilà, il fallait passer le bac, il fallait étudier. Puis je commençais vraiment à être un peu plus sérieux au niveau kayak. En junior, oui, junior 1, junior 2. Voilà, je m'entraînais plus, quoi. J'allais faire les courses. J'étais en National 1, il me semble, je crois. Et j'allais faire les courses nationales 1, je faisais les stages équipe de France junior. Donc ça prend du temps, quoi. Donc je commençais à mettre de côté la pratique karaté qui était plutôt le soir et j'étais fatigué où il fallait bosser, quoi. Il fallait travailler, hein. Donc j'ai doucement mis de côté vers 18 ans. Ouais. Et alors, c'est venu comment, là, c'est ce début de la compète en kayak? Oh, bah, c'est simple. Donc, avec Bruno, qui a commencé à nous amener sur des rivières dans le Var, à Draguignan-les-Arcs, sur l'Argence, par exemple, ou à Montfort, c'était Montfort-sur-Argence aussi. On faisait des petites courses locales, quoi. Euh,
petites courses locales, les championnats départementaux, les trucs du style. Donc, il nous amenait avec son camion. On avait un camion du club, la remorque, où c'était les parents qui nous amenaient. On est un petit groupe de parents super. C'est toujours la même recette, quoi. Hein. Et puis, on allait, voilà. Et puis, c'était un peu dans le Var. Et puis, après, de temps en temps, on allait rayonner. On allait à l'Île-sur-Sorgue. On allait sur la Durance, à l'Argentière un petit peu. Après, on allait un peu plus loin sur l'Orbe quand il y avait des sélectifs régionaux, mais on y allait quand même courir, enfin les trucs comme ça. Donc petit à petit, quoi. Grâce à Bruno, hein, c'est tout grâce à Bruno Carlier. Hein. Je ne lui ai jamais vraiment dit merci. Je me rends compte en discutant, mais il y a des gens comme ça dans ta vie, c'est milestone, quoi. Si tu ne les avais pas rencontrés, ça aurait pas, j'aurais jamais fait ça. J'aurais fait autre chose. De la planche à voile peut-être, puisque je faisais un peu de planche à voile aussi, du windsurf quand j'étais un peu chez mes parents là. Mais bon, voilà, près de la mer probablement, mais pas dans la rivière. Donc voilà, grâce à lui, tranquille. Je fais petit à petit des courses, quoi. Où je devais être Benjamin 2, un truc du style, je crois, au minimum 1, quelque chose comme ça. Avignon aussi, Vinon-sur-Verdon. Voilà. Et ta vie, t'étais dans les plutôt bons ou bon, ça c'est venu tranquillement? Ouais, ouais, j'étais plutôt bon, je crois. Il n'y avait pas grand monde. Dans le Var, on n'était pas c'était pas un département hyper relevé. Donc là, je te parle j'étais minime encore 13 14 ans. J'étais plutôt très bon dans mon truc, dans mon département. Après, quand on allait sur la région, il y avait, il y avait qui? Il y avait Virgile Gaugois qui était meilleur que moi à ce moment-là. Quand on allait sur la Roya, je me prenais des branlées par Virgile. Je me souviens, il était quoi? Il avait 1 an de plus que moi. Et puis il y avait Brice Gourichon qui était très bon aussi. Très bon, qui s'appelle Brice Chapignac d'ailleurs, hein, pour la petite histoire maintenant. Ouais. Brice Gourichon qui était très bon. Donc ces gars-là, ils étaient du 06. Et quand on se rencontrait, il m'était un peu débranlé. Mais j'étais plutôt bon dans ma région, tout ça, quoi. Et après, au niveau cadet, moi, je connaissais personne. Hein, mes premiers sélectifs nationaux cadets, je me pointe, il me semble qu'un des premiers, c'était peut-être Vichy, je crois. Et, et il me semble que j'ai gagné ou j'ai fait deuxième à Vichy. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah tiens, putain, t'es quand même pas mauvais, quoi. Parce que tu fais un sélectif national, alors c'était plutôt les gens du Sud. À Vichy, c'était pas trop les gens du Nord. Mais quand tu arrives dans les 3 premiers et que tu n'y connais rien, tu n'as aucune culture de compétition ou de kayak, tu te dis, bon, je suis pas trop mauvais quand même, quoi. Tu vois, alors là, j'étais tout content. Et puis après, voilà, tu fais tes trucs. Après, tu rencontres ceux. Je pense qu'il n'y avait pas Benoît Péchier sur le sélectif national. Sinon, il m'aurait mis 10 secondes. Il était de ta génération? Ah oui, bah, il a 1 an de plus que moi. Donc, oui, il était de ma génération. Ah bah, à l'époque, oui, en cadet, je rivalisais pas avec Benoît. Tu le Ni en connaissais déjà? descente. Bah, je le connaissais enfin, non, pas de vue, comment tu appelles ça? De Je nom? cherche. Pardon? De nom? Oui, de nom, de renom. Benoît Péchier, j'en ai entendu parler avant de le voir, ouais. C'était le mec, c'était le cadet monstrueux, techniquement, physiquement, qui s'envoyait 15 séances par semaine et qui était très, très bon. Et la première fois que je l'ai vu, c'était à Moutier, c'était les championnats de France 96. Moi, j'étais cadet Toujours en 1, lui cadet? était cadet 2. Ouais, ouais, cadet 1, lui était cadet 2. Oh, tu le vois partir sur le sprint à Moutier, là, au-dessus de la vanne. Tu vois des éclaboussures partout. Tu te dis, mais comment je vais faire pour le battre, quoi. Donc, voilà. Et puis en descente. Est-ce que tu l'entendais déjà souffler de l'autre côté de la rivière? Ah, putain, c'est rigolo parce que j'allais te dire ça. Je me suis dit, bon, je vais pas dire ça quand même, le pauvre Benoît, parce que ça dépeint une image incroyable. Mais c'était ça. Le mec, c'était la locomotive, quoi. Avec sa jupe. Mais je me souviens encore, c'est pour dire comment ça m'a marqué. C'était en 96. Hein. Jupe Kawaii noire à Viplast à l'époque, c'était le truc là, un peu collant et luisante, là, noire, en descente et en slalom. Et le mec, il avançait, mais comme un avion, quoi.
Et bon, ben voilà, c'était le mec à battre. Il avait des biceps 2 fois plus gros que les miens. Et je ne l'ai pas battu, quoi. Et après, j'essaie de faire court. Donc, quand même, premier championnat de France à Moutier, slalom. Euh, je ne fais pas très bon. Je crois que j'avais une touche ou juste un 50 ou une touche, mais j'étais rapide. Euh, dans ma tête, j'avais un plutôt bon temps dans le top 4 ou top 5. Et donc, encore une fois, je me dis, merde, t'as pas fait le delivery t'as pas, Pas t'as pas concrétisé. été bon sur la course, mais quand même, tu vois, je suis reparti à la maison, je me suis dit, putain, quand même, c'est bon ça, je suis rapide, quoi. Je me dis, merde, c'est top. Tu vois, moi, j'étais le mec, je débarquais, quoi. Euh, voilà, après KD2, c'était à Pau. Je ne me souviens plus de mon résultat, pour être honnête, ni en descente, ni en… Aucune idée. Aucune idée. Mais là, je rencontre d'autres gens. Donc, il n'y avait plus Benoît. Il y avait Fabien que je vois pour la première fois. Il y avait Benjamin Bouc-Petit, des gens que je connais et qui m'ont suivi après toute la carrière. Des gens comme ça. Benjamin, je m'en souviens parce qu'il était tout noir, donc il n'y en avait pas beaucoup. Puis c'était le mec de Lannion à Parafise aussi, qui est un peu noir. Euh, et Benjamin, je me souviens parce qu'il était noir, donc c'était le Parisien qui était un peu sûr de lui, machin et tout. Hein. Et puis il y avait Fabien aussi qui était, les deux, ils naviguaient très bien sur deux. Puis voilà, puis on est parti de là. Puis le résultat, aucune idée. Je sais plus, je sais plus ce que j'ai fait. Et les deux Euh, plus jeunes que toi? les deux, non, je crois. Benjamin, il a mon âge, la même année. Donc l'année d'avant, je crois qu'il n'avait pas couru parce qu'il avait un problème d'épaule, peut-être, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais Fabien, oui, il débarquait, c'était ses premiers championnats. Il était KD1. Et il était très bon, quoi. Il était très bon. Et euh, ouais, de ce que je me souviens à Pau, c'est marrant, je me souviens pas trop de la course, mais je me souviens qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'eau et qu'on était allé surfer la vague tout en bas à l'Escar. Ça, je m'en souviens bien. Euh, et puis, ouais, voilà, les années cadets, quoi. C'est marrant, il y avait la descente. On avait fait la descente vers Oloron, je crois. Ah, il y avait Loris aussi. Oh putain, Loris, Loris qui était bon, quoi, avec ses énormes bras. Il était un petit peu moins bon en slalom à ce moment-là. Après, il a progressé un peu plus tard. Il a quand même Loris gagné. Mainviel? Ouais, Loris Mainviel, ouais. Il était pour le coup d'Orthez, lui. Il est orthésien. Et en descente, il envoyait sévère, quoi. Une bonne grosse caisse. Et, il était très bon. Voilà, j'en oublie sûrement, mais c'est quelques personnes qui m'ont marqué ou qui sont devenus bons copains après ou des choses comme ça, quoi. Euh, ouais. Et Ouais, puis, il y avait… dès Ouais, cadet, bon, tu as bref. commencé à tirer la bourre avec des sacrés animaux, quoi. Oui, oui, bah, tout de suite, voilà, tu vois, c'est la génération qui a suivi derrière, quoi. Voilà, Benoît, Fabien, on a fait un bon bout de chemin ensemble après, quoi. Tu vois, après, il y avait des mecs, voilà, des gens qui me reviennent. Il y avait Marèche, Christophe Maréchal, qui était très bon aussi en cadet junior parce qu'il était très fort physiquement. Techniquement, ça tenait bien la route. Donc voilà, tu avais des mecs. Voilà, puis bon, tu apprends quoi. Hein. Tu arrives dans le sport et tu vois, tu as des mecs tout fins qui naviguent, fins navigateurs. Tu as des mecs hyper costauds qui déménagent et tu as des gens qui ont les deux ou qui ont les trois avec la tête. Et voilà, bon, écoute, tu découvres. Mais c'est top parce qu'à cet âge-là, tu vas sur différentes rivières, tu apprends à prendre confiance, tu discutes avec ton coach, tu as un bon groupe de copains autour de toi. Donc, moi, je découvrais, moi, j'avais toujours été un peu en vase clos avec mes parents, finalement, hein, quand j'étais outre-mer. Hein. Donc, je découvrais un peu un autre groupe de socialisation, beaucoup. Et ça m'a vachement aidé, je pense. Sinon, je serais resté un peu plus chez mes parents, mais tout de suite avec le kayak, je suis parti vite, quoi. Je suis parti de la maison, je faisais des stages, des trucs, et ça. Après le bac, je suis parti à Toulouse. Je suis parti à Toulouse juste après le bac, en 80, fin 99, je crois. Et donc, ça m'a permis de grandir vite et de sortir de mon groupe familial, quoi.
ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt positif. Non pas que le groupe familial était pourri, hein, loin de là, c'était vraiment super. Mais je pense que c'est bien d'aller voir autre chose assez tôt pour te confronter, pour découvrir quoi, découvrir la vie. Ça me fait marrer parce que les, les camps d'entraînement, les stages d'entraînement avec des gens différents. Ça paraît peut-être très con, hein, mais je, je voyais les gens les athlètes faire des choses différentes. Comment tu dis ça? Désolé, je cherche mes mots en français. Ils avaient des habitudes très différentes, des trucs bêtes, quoi. Euh, Se laver les pieds avec les chaussettes, quoi. Tu vois, aller prendre une douche le matin. Moi, j'ai jamais pris de douche le matin. Se laver les dents le matin, ce matin avant. Des trucs cons, bêtes et méchants, quoi. Mais qui disent, ah bah tiens, en fait, dans ma famille, on fait ça, mais on peut faire les choses différemment. C'est un peu cette curiosité, voilà, truc un peu différent. Et du coup, cette décision de venir à Toulouse, là, elle vient comment? Qu'est-ce qui t'emmène à ça? Tu parles d'aller au Pôle France, hein, c'est ça, j'imagine? Ouais. Alors après, oui. Alors après KD, bon, KD2, KD2, je vais faire les. Non, attends, KD2, qu'est-ce qui se passe? Ouais, KD2, bon, je sais pas, transition junior 1, je sais plus trop. Je m'entraîne. Euh, ouais, je fais mes années junior, donc je suis en équipe de France. Je continue à m'entraîner avec mon club, mon coach de club, Bruno, qui à ce moment-là est aussi coach dans l'équipe junior, avec avec Pilou, Philippe Vuitton et d'autres, mais notamment Philippe que je rencontre après à Toulouse. Euh, et donc j'étais un petit peu dans une espèce de pôle espoir à mi-temps d'Avignon, qui était un peu spécial. On se retrouvait seulement sur les camps d'entraînement, on n'était pas ensemble pendant la semaine. Et Bruno me dit, bon, ben voilà, si tu veux progresser, il faut aller à Toulouse, quoi. Après ton bac, il faut aller à Toulouse. C'est là où il y a Philippe Vuitton, tu le connais déjà. Il y a Sylvain Curigné, il y a tous les bons qui s'entraînent. J'ai entendu dire qu'il y a, comment il s'appelle merde, pas Nico, Benoît Péchier qui y va. Bon, ben, voilà, quoi. Il fallait aller à Toulouse, quoi. Donc, moi, j'avais envie de progresser. J'ai surpris mes parents en leur disant, voilà, j'ai envie d'aller à Toulouse et de m'entraîner, de devenir un vrai athlète, quoi. Bon, mes parents, on était comme ça. Ils disent, mais ah bon, t'aimes autant le kayak que ça? Bon, voilà, parce que c'était gros pas commitment, gros, un gros morceau dans une vie, tu vois. Comme ça, pendant l'été, je leur dis, bon, ben voilà, je vais aller à Toulouse, il faut me trouver un truc, quoi. Donc, je vais à Toulouse, au Pôle France. Philippe Vuitton me prend en main au début. J'arrive là-bas. J'ai la chance que mes parents me trouvent un appartement pas loin du bassin. Euh, et puis, je commence mes années étudiantes en STAPS et puis je commence à me la coller sévère à l'entraînement, ce que j'avais jamais trop fait en junior. Donc là, je découvre la muscu, l'entraînement vraiment tous les jours. Et puis l'entraînement avec beaucoup de compétition tous les jours, parce qu'on est un très bon groupe de jeunes avec Benoît, Fabien, qui arrive un petit peu plus tard, je crois, Nicolas Leprêtre, C1, euh, Loris Mainviel, qui arrive l'année d'après, Mathilde Pichery, et peut-être un ou deux autres. Et là, on se la colle comme il faut, quoi. Et tous les jours, on s'entraîne et on voit les meilleurs. À l'époque, il y avait Franck et Wilfried, il y avait Laurent Burst, il y avait Brigitte Guibal, il y avait Tony qui arrive. Et les mecs, on a envie, on est comme des dingues, quoi. On les voit s'entraîner. Enfin, moi, en tout cas, je ne les connaissais pas et je les regarde. Je me dis, waouh, génial. Donc voilà, je commence à m'entraîner à fond. Vous les côtoyez vraiment? Il y avait pas mal de partage avec le groupe des grands un peu, ou c'était quand même un peu séparé? Non, c'était séparé. Je me souviens que c'était assez séparé. On les voyait changer dans les vestiaires, ils faisaient leur muscu. Quand on arrivait, ils partaient. Parce que nous, on avait des horaires. On était étudiants, eux ne l'étaient plus trop ou plus du tout. Et,
Et donc, ils avaient des horaires un peu aménagés aussi. Donc, nous, on s'entraînait typiquement avant 8 heures. On s'entraînait avant 8 heures, entre midi et 2, ou après 18 heures, en gros, après les cours magistraux, les trucs comme ça. Surtout pour moi, j'étais quand même dingue. Moi, il fallait pas que je rate de cours, moi. Alors que Benoît, déjà, il voyait les choses un peu différemment. Donc, moi, j'allais à tous les cours magistraux. Je prenais mon petit vélo. Je faisais allers-retours comme un dingue sur l'avenue de Rangueil et tout. Mais bon, à cet âge-là, t'es comme un fou, quoi. Tu paies pas l'essence. Donc, j'allais partout. Donc, avec les grands, ouais, c'était parce que je les voyais grands, hein. Tu les regardais, tu t'entendais parler de, c'était un peu plus une aura, quoi. Euh, Après, tu les voyais un peu s'entraîner, mais on faisait pas vraiment des séances ensemble. Ouais. Tu dis que ça a beaucoup changé en termes de quantité d'entraînement par rapport à quand tu étais jeune. Tu faisais quoi en termes de rythme, de quantité en cadet junior? C'était 3 fois par semaine, plus? Ouais, en cadet, je faisais. Quand les beaux jours arrivaient, je fais, ah, allez, on va pas mentir. J'ai pas envie de dire que je m'entraînais pas, c'est pas vrai. Une fois. En cadet, probablement 5 6 fois par semaine. Et en junior, un peu plus, peut-être ouais, 7 8. Après, ce qui est sûr, c'est que pendant les week-ends, je m'entraînais. Et pendant les vacances, je me la collais, quoi. Mais ce dont je me souviens, c'est que sur les premiers stages équipe junior, quand je revenais de la semaine ou je sais plus, de la semaine et demie de camp d'entraînement, j'étais claqué et je terminais, je vomissais parce que j'étais presque surentraîné à la fin de la semaine. Donc ça montre que j'avais pas assez la caisse pour encaisser ce qui me tombait dessus pendant les vacances, quoi. Euh, ouais. Mais bon, je connaissais pas l'entraînement, hein. Enfin, j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir un entraîneur de club qui me montrait, qui me faisait les plans d'entraînement. Et en cadet, je m'entraînais beaucoup sur la mer. Toutes mes séances physiques. Et je me souviens, j'en faisais pas beaucoup, mais je me la collais. Je me souviens, je faisais des grosses séances lactiques quand on préparait les championnats de France et toi au beau jour. Je me faisais des grosses séances lactiques, quoi, des vrais trucs, des 2 minutes, 2 minutes 30, 6 fois. Enfin, Et puis, comme tu n'as pas de porte et tout, tu te déchires, quoi. Puis, ça me faisait plaisir, quoi. Tu vois, tu rentres à la maison, tu es fatigué, quoi. Ouais, c'était Donc, j'en déjà faisais un pas beaucoup. aspect, c'était déjà un aspect entraînement. C'était plus juste plaisir, loisir. Oui, quand même, oui. Oui, oui, je m'entraînais pas beaucoup, mais il y avait ce côté entraînement, enfin, j'allais dire structuré. Il y a beaucoup de séances que je faisais tout seul, hein, parce que je prenais mon petit kayak, j'allais sur la mer, puis je partais pendant 1 heure ou 1 heure et demie et j'allais me la coller sur le plat où il y avait des vagues du clapot entre les rochers. Mais ouais, il y avait cet aspect entraînement qui me plaisait, quoi, c'est sûr. J'aimais bien me la coller sur le plat. Parce que tu sors de là, tu es fatigué, tu es bien. Puis c'est bête et méchant, hein, mais quand tu as 15 16 ans, tu t'entraînes, tu vois ton corps changer, tu prends un peu des biceps, des pecs et tout, ça fait plaisir, quoi. Surtout quand tu es un mec, tu vois, tu es content. Puis tu as la caisse, tu te sens fort, voilà. Bon. Moi, je faisais un peu de vélo avec lui, avec mon entraîneur, j'allais plutôt vélo, je n'allais pas courir trop à cette époque-là. Mais il y avait, oui, cadet, quand les échéances arrivaient 2 mois avant, oui, il y avait ce côté, j'ai un but, j'ai un vrai plan d'entraînement qu'il me donnait. Il écrivait tout sur un petit papier, enfin sur un cahier, et puis je suivais à la lettre. J'ai toujours été très bon à suivre le plan d'entraînement. Et puis ça me plaisait. Je trouvais qu'il y avait une bonne récompense, quoi, à la fin de la séance, à la fin de la semaine. J'avais même un cahier déjà à 16 ans, moi, en cadet. J'avais un cahier, et puis après, plus tard, quand j'étais en junior 2 et même au Pôle France, on s'imprimait des cahiers d'entraînement à spirale et tout, et puis on cochait les cases, on mettait des couleurs. Ça t'apprend à t'entraîner. Ça t'apprend à t'entraîner, ça te donne la discipline, ça te donne la responsabilité de ton entraînement. Tu n'écris pas forcément les plans, mais au moins tu coches. Et tu sais que à la fin de la semaine, ou à la fin de la journée, à la fin de la semaine, tu fais ta review de ta semaine et tu coches. Tu vois, je me souviens, en bleu, c'était les I1. En vert, c'était les I2, si vous parlez encore comme ça maintenant, de l'aérobie.
En vert foncé, c'était les séances au seuil un peu plus dur physiquement. En orange, ça commence à être lactique. Orange foncé, c'était lactique capacité ou un truc du style. En rouge, c'était les séances sprint. En violet, c'était les séances techniques. Tu vois, je m'en souviens comme c'était hier. En marron, c'était les séances de muscu. En une autre couleur, c'était cross-training, course à pied ou vélo, je ne sais trop quoi. Et puis, tu as tes petits blocs comme ça. Et à la fin de l'année, tu regardes et ça fait plaisir. Tu te sens, tu construis de la confiance. Tu construis de la confiance en faisant ça. Quand tu es sur ta course, ben, tu sais que tu as fait tout ça. Donc, tu sais que tu vas y arriver. Un petit truc tout con. Que maintenant, tu galères avec les jeunes. En tout cas, je vois en Australie, je ne sais pas en France, mais c'est maintenant, tout de suite. Et ils perdent un peu ce côté goût de l'effort et trouver la récompense dans avoir réalisé quelque chose de dur aujourd'hui. C'est plus, voilà, j'ai envie de le faire tout de suite et j'ai envie de m'amuser tout le temps, quoi. Je dis, mais bon, ok, c'est bien au début, il faut s'amuser. Ensuite, il faut réussir à trouver l'excitation, la motivation, le plaisir dans quelque chose d'un peu plus inconfortable, qui ne va pas être du plaisir tout de suite. Ça va peut-être passer par une petite période de mal-être, on va dire, d'inconfort physique ou mental. Mais si tu persistes, là, ça commence à s'ouvrir. Et il y en a beaucoup des jeunes qui ont du mal à trouver ça, ce goût de l'effort, ce goût de la persévérance. Mais ce n'est pas que en sport, hein, de manière générale, c'est avec l'instantanéité des réseaux sociaux, des machins, des contacts. Tu pourrais aller même plus loin. Aujourd'hui, tu as envie d'aller euh, de manière triviale, tu veux tirer ton coup, tu vas sur Tinder ou sur truc, tu trouves quelqu'un, tu vas tirer ton coup et tu n'as pas de phase d'approche. Tu en as zéro. Alors qu'avant, la phase d'approche, c'est tu vas en boîte, tu vas boire un coup et tu te sens comme un couillon et très inconfortable en face de la personne que tu veux draguer. Maintenant, tu fais plus. Maintenant, tu vas sur Tinder, tu t'envoies, c'est bon, tu sweeps à droite, tu sweeps à gauche et c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est exactement pareil dans le sport, c'est exactement pareil dans les études. C'est l'instantanéité tout de suite sans l'effort et sans l'inconfort. Et pour les jeunes, il faut vraiment trouver ça. Ça ne vient pas tout de suite. Ça vient pas tout de suite le plaisir. Pour moi, c'est faux. Il n'y a pas du plaisir tout le temps. Par contre, si tu apprends à trouver le plaisir dans la persévérance, là, ça marche bien. Là, là, ça commence à s'ouvrir. Ouais, donc quand tu arrives au Pôle France à Toulouse, tu avais déjà quand même une certaine maturité dans l'entraînement, tu avais déjà réfléchi à toutes ces choses-là. Tu débarques pas complètement non plus. Je débarque pas complètement. Disons que je sais suivre un plan d'entraînement clair et net. Ça, c'est sûr, parce que ça m'a jamais posé de problème. Je suis discipliné, je suis responsable. Par contre, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Le S'entraîner en équipe et puis tout le côté technique et réussir à trouver de la capacité, comment réussir à progresser techniquement et à avoir un objectif technique à toutes les séances que tu fais évoluer semaine après semaine. Et avoir cette rigueur technique et mentale, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand même, enfin, que j'ai continué à explorer beaucoup plus. Parce que quand tu t'entraînes, quand tu as un coach tous les jours, ou deux même, parce qu'on en avait deux des fois, il y avait Sylvain et, Pilou et Philippe. Quand tu as deux coachs sur une séance et que tu as un bon groupe d'entraînement avec lequel tu tires la bourre et que tu as envie de réussir, parce qu'il faut aussi que tu aies envie, hein, sinon ça ne sert à rien. Là, je peux te dire, tu te creuses la tête toute la séance, avant la séance et après la séance, pour savoir pourquoi tu as été bon, pourquoi tu ne l'as pas été, pourquoi tu as été 0,2 secondes derrière sur la quatrième rep du quatrième parcours des 5x5 que tu as fait sur le plat, sur le canal à l'arrière du bassin à Toulouse. Tu vois, et donc là, tu te dis, tu as un côté mental en voilà, j'ai découvert le côté vraiment mental et puis un peu les jeux aussi, les jeux où tu te comment
les challenges mentaux que tu te mets naturellement ou très directement avec les autres de l'équipe, quoi. Tu vois, Fabien qui t'envoie une vanne et tu dis, bon, comment je fais là? Ça m'a un peu embêté, je ne sais pas trop, ou ça m'a galvanisé, ou tu vois, tous ces trucs-là, ces rapports aux autres, le rapport à la compétition tous les jours. Ouais. Après, le côté physique et suivre un entraînement, bon, ça, c'est un peu mon fort, quoi. Je sais faire, mais j'ai découvert la dimension mentale. Et puis, travailler tous les jours avec un coach, avoir des retours. Et ça, je pense que je l'ai finalement, j'ai pris beaucoup, mais j'ai découvert beaucoup plus tard, probablement trop tard, comment donner aussi et vraiment construire cette relation avec le coach. Ça, c'est quelque chose que je pense que même beaucoup plus tard dans ma carrière, je n'ai pas été assez mature pour vraiment tirer tous les bénéfices d'une relation avec un coach et l'équipe autour de moi. J'ai toujours été un peu centré et jamais assez bon pour aller chercher, et confiant, peut-être bon et confiant, pour aller chercher à l'extérieur et construire une vraie relation pour pouvoir vraiment me faire avancer. Moi, je suis allé beaucoup plus loin là. Non, c'était génial. En fait, tu parles de l'approche mentale dans l'entraînement au quotidien avec Fabien. Bon, moi, je le connais pas très bien, Fabien, mais j'ai cru comprendre que c'était un sacré animal sur l'autre et très chambreur, pas forcément toujours dans la rigolade d'ailleurs. Est-ce que, en fait, c'était pas ça ta préparation mentale, c'était lui ton préparateur mental d'une certaine façon? Oui, oui, évidemment. De toute façon, on est tous préparateurs mentaux préparateurs mentaux d'un autre, quoi, finalement, ou du groupe, parce que plus tu apportes au groupe avec qui tu es, plus le groupe en bénéficie, surtout si c'est un groupe. Non, si on revient sur ce groupe d'entraînement au début à Toulouse, on savait tous pourquoi on était là. On n'était pas là pour enfiler des perles, vraiment, clairement, quoi. On voulait tous réussir, gagner. C'était clair et net, c'était marqué sur nos fronts, quoi. Donc à partir de là, tu as ce pacte, comment dire, tacite qui est là, et donc tu sais que il faut aller de l'avant et que le plus faible, il va se faire enterrer direct, quoi. Après, oui, évidemment, tu apprends à gérer quelqu'un qui te rentre dedans ou qui est sympa. Et moi, encore une fois, j'ai découvert ça, la vie de groupe, beaucoup. La vie de groupe est à très haut niveau, avec un but très clair, quoi. Moi, chez mes parents et quand j'étais un peu cadet junior, c'était plutôt cool. On aime ça. Voilà, il n'y a pas trop cette pression, cette urgence de vouloir être bon. Mais en parlant de psycho, oui, euh, après, je ne sais plus, la première année ou c'était la deuxième année à Toulouse, j'ai commencé à travailler aussi avec une psychologue qui m'a vraiment beaucoup apporté. Brigitte en parle, Isabelle Inchospé. Elle était psychologue à Toulouse pour au Krebs de Toulouse à ce moment-là. Et elle m'a beaucoup apporté. Très noir et blanc, très simple, mais un peu, tu vois, rentrer dans l'art et à booster. Donc ça, c'était super. Elle m'a donné un peu des clés mentales pour contrôler un peu et réussir à me focaliser sur ce que j'avais à faire et pas partir en sucette à trop penser à plein de choses, parce que moi, c'était mon gros point noir. Euh, Surtout quand on a des très bons devant toi que tu essaies de te raccrocher. Donc, j'ai bossé un peu avec Isa Inchospé. Et puis après, j'ai bossé avec oh mon Dieu, je me souviens plus de son prénom. Je m'en excuse auprès d'elle. Elle m'a été tellement bénéfique. Elle était prof au STAPS à Toulouse, prof de psycho. Oh bon sang. Je suis tellement dégoûté de ne pas me souvenir de son nom. Bref, on est allé un peu plus loin. Autant Isa Inchospé, c'était des recettes vraiment sport performance, enfin, de la psychosportive pure et dure, et un peu à la militaire. Et ça m'a un peu boosté, c'était super. Autant avec elle, qui était psychologue clinicienne de formation,
c'était beaucoup plus soft et il y avait beaucoup plus de discussions à travailler un peu sur des choses un peu, me connaître un peu mieux moi, me faire un peu plus, me donner un peu plus confiance, elle avait ce côté un petit peu miroir que j'ai pas développé avec les coachs. J'ai développé plus avec elle en fait. Donc on avait ces discussions renvoyées, comment je me sens, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Donc je l'ai fait avec une tierce personne en fait, neutre, pas un coach. Parce qu'à cette époque, les Est-ce coachs que cette étaient. relation. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, demander. Est-ce que cette relation avec les coachs, elle n'a pas été freinée parce que bah, c'était aussi les coachs de tes concurrents finalement, vous étiez en catégoriel? ouais, probablement, naturellement. Je pense que j'y ai jamais vraiment pensé. Mais ça se pourrait, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'ego hein, dans le groupe. Donc, on était sans. Ouais, on était, tiens, je dis ça, va pas le dire à tout le monde. Je me souviens, même, c'était pas que moi. Je me souviens, Fabien, des fois, il disait un truc et puis tu sentais qu'il voulait pas faire partager. C'est normal, je veux dire, c'est complètement normal. Tu es là, tu veux gagner, tu es là pour ta poire. Il y a des choses que tu partages et déjà par ta présence, tu es là, tu partages. Tu donnes tout parce que tu vas gagner et donc tu vas pas tout partager. Donc, du coup, c'est important. Il faut réussir à trouver cette stabilité émotionnelle et cognitive autre part. Si tu l'as pas avec le coach, non pas qu'ils n'étaient pas prêts à le faire, hein, mais tu essaies de trouver t'essaies de trouver un endroit neutre pour pouvoir décharger le côté émotionnel, cognitif. Et ça, c'est important. C'est hyper important. Que ce soit la famille, un psychologue, un préparateur mental, qui tu veux, ton copain, ta copine, tes amis, euh, quelqu'un à qui tu peux parler finalement. Et ça, c'est hyper important. Sinon, tu vas pas loin, hein. Sinon, tu vas pas très loin, je pense, hein. Il n'y a que des exceptions qui vont confirmer la règle, mais euh, je pense que c'est évident. Et si c'est pas au début, c'est plus tard dans ta carrière. Tu vas le construire. Il faut trouver cet équilibre. Parce que tu peux pas arriver à gérer toute cette pression à un moment donné, ouais, à très haut niveau. Et ça fait partie de l'évolution de l'athlète. Soit ça te tombe dessus et tu as de la chance, ça se fait naturellement, soit il faut aller le chercher. Mais il y a cette maturité dont je te parlais avant où je ne l'ai pas eu, mais en fait, si, je me rends compte quand même, puisque je suis allé chercher ces gens-là. Euh, et parce que plus tard, j'ai continué aussi avec une autre personne sur la fin de carrière, les 3 dernières années. Euh, Ouais, donc il faut savoir évoluer. Il y a pas que. Et il faut construire son équilibre hein, avec côté physique, technique, émotionnel, cognitif, tout ce que tu veux. Une histoire d'équilibre, quoi, comme on dirait. C'est du plagiat du bouquin de Tony, ça. Ah ouais, ouais, c'est pour ça que je rigole. C'est pour ça que je dis ça en rigolant. Ok, donc tu débarques au pôle à Toulouse pour revenir un peu au début de cette discussion. Euh, Super groupe, grosse dynamique. C'est marrant parce que le premier podcast que j'ai fait avec Seb, je retrouve exactement Ouais, le ouais. même discours, quoi. Tu arrives à Toulouse, il y a un groupe de kayakom, ça se tire la bourre, c'est incroyable. Et puis mais du coup, est-ce que ça performe tout de suite? Est-ce que ça suit les résultats direct après l'arrivée ou Alors, oui, plutôt bien. Plutôt bien. Donc, c'est ma première année senior 1. Euh, je fais les premières courses nationales. Et je me souviens, il y en avait une en Normandie. Je me souviens plus du nom. Bref, les premières courses nationales, je fais les podiums. Je suis dans les 3 premiers. Je suis dans les 3 premiers. Donc je me dis, tu vois, donc ça paie quoi. Ça paie plutôt bien. Je me sens beaucoup plus fort physiquement, mentalement beaucoup plus sûr, parce que j'ai l'impression de faire partie des gens qui performent. Donc tu fais partie du groupe, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc ça performe bien. Et après la première année, les sélections, aucune idée. Je me souviens même plus s'il y avait des sélections jeunes. C'était 2000. Ah oui, non, c'était 2000, cette première saison. Donc c'était la saison olympique. Je crois, de ce dont je me souviens, j'ai une Coupe du Monde à CO. C'était ma première Coupe du Monde. Et c'était la première fois
que j'étais dans le groupe. Je sais même. Non, je pense que les sélectionnés olympiques étaient à part. Donc, j'étais avec un groupe d'équipe B, on va dire, qui faisait la course. Et par contre, c'est Sylvain qui me coachait pour la première fois sur cette course. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus. Pas mal des touches, assez haut probablement. Il y a pas mal de touches, mais un temps pas mal. Ouais. Mais je me souviens plus trop de cette première expérience. Je me souviens juste du débrief vite fait assez haut après le premier conveyor, le premier lift, là, le premier ascenseur, là, où je vois Sylvain dans ce petit canal. Après la deuxième manche de qualif, je crois que je ne suis pas allé plus loin, ou je ne sais plus comment c'était à l'époque, en 2000. Et puis un petit débrief, et puis il me dit un petit truc positif, tu vois. Il me dit, c'est pas mal parce que sa référence, c'était, à l'époque, il était anglais, je me suis un pagayeur anglais, et plutôt pas mal. Il me dit, tu vois, première Coupe du Monde, plutôt pas mal, voilà, c'est tout. Donc, tu vois, je me souviens quand même de ça, débrief avec le coach, et c'était Sylvain. Tout le reste, toute la semaine de prep, aucune idée, je ne sais plus où est-ce qu'on dormait, aucune idée. Ouais. Et puis après, je ne sais plus, 2001. Donc, c'était 2000, ah oui, 2001. 2001, c'était les championnats du monde à Okoé. Ah, attends, non. 2001, putain. 2001, c'était les championnats du monde à Bourg. Non, C'était non, 2000. 2001, c'est les Non, mondiaux à Okoé qui sont annulés avec le 11 septembre. ah oui, c'est ça, oui. Ah ben voilà. Oui, donc un an après, donc je fais une longue saison 2000 où j'apprends tout ça. 2001, je me sélectionne. Je suis quatrième bateau, je crois. Il y avait encore quatre bateaux. Il y avait Laurent Burst, Fabien, Benoît, je ne sais pas dans quel ordre, et moi. Donc tournée aux États-Unis. On va faire la finale de la Coupe du Monde à Wausau. Et puis après, on va. Donc ça, c'était ma première vraie tournée de senior. Et il me semble que pendant cette année-là, je me souviens plus. En tout cas, en début de l'année, je me souviens que 2001, Benoît explose. Il gagne deux Coupes du Monde. Il gagne Merano, il gagne Goumois. Moi, je me sélectionne plus tard, je crois. Je me sélectionne, je crois que j'avais une course avec. Comment il s'appelle? Ouais, je crois que c'est ça. Une course à Prague avec qui bosse pour Hydrostadium maintenant, qui est de Lyon, de Yona, du club de Yona, je crois. Bayon, Nico Bayon. On avait une course à Prague et je rentre en finale où je fais 13e, je ne sais plus à l'époque les finales. Je fais plutôt un bon résultat. Et lui, il était derrière, donc je me sélectionne. Quatrième bateau. Et donc, ouais, c'est ça, ouais. Ah, j'étais content. Là, c'était chouette, là. Tu es content de moi, fier de moi. Donc, champion du monde au Koé. Et puis là, on n'y va pas, on rentre. Je te passe les détails. Attaque terroriste. Donc, on rentre à la maison. J'ai toujours pensé, plus que pour moi, j'ai toujours pensé que c'était l'occasion manquée de Benoît de vraiment marquer de sa patte la catégorie très tôt. Parce qu'il était comme ça, 2001, gagné deux Coupes du Monde. Et on lui coupe l'herbe sous le pied à Okoé, bassin naturel, où il aurait été très, très bon. Et donc, j'étais presque plus déçu pour lui, en fait. Je me dis, merde, putain, il a raté le coche, quoi. Et bon, ce qui prouvera, ce qui sera faux plus tard, évidemment, mais il a mis un moment à se remettre, je crois. Et 2001, 2002, 2002, c'est ma première grosse déception. Je me souviens, les piges, je ne passe pas aux piges. C'était à Bourg. J'étais dans l'équipe jeune, j'étais entraîné par. Les noms, je ne sais plus les noms. Très bon entraîneur, un feeling incroyable. Oh zut, un Normand qui est maintenant en Guadeloupe. Oh, bon sang. Des gens qui ont tellement compté pour moi, mais je ne me souviens plus leur nom. Il se reconnaîtra. Il a fait plusieurs années dans l'équipe jeune. Ah, bon sang, il habitait Labranle, en Normandie ou en Bretagne. Labranle, ça ne s'oublie pas. Ça va me revenir. Non, super. Ça doit être en Normandie, en tout cas, avec un nom pareil. Ouais, super bonhomme et tout. Et je me souviens, je fais mes sélections, ça passe pas.
je prends un 50 comme ça, je me retrouve je ne sais pas combien, alors que j'avais gagné la première pige. Le truc incroyable, j'avais gagné la première pige. Et il y en avait 3. Et puis, première pige, et ça fait ça descend comme ça. Après, deuxième, moins bien. Troisième, je fais un 50. Et là, craquage. Parce que c'était là où je m'étais dit, j'avais raté les mondiaux à Okoé. Je m'étais dit, c'est mon année, c'est les championnats du monde à Bourg-Saint-Maurice. Enfin, c'est mon année dans le sens, c'est mon année, je ne vais pas être champion du monde, mais c'est mon année, je vais me sélectionner proprement, les courses de sélection, comme ça. Et là, gros coup dur, je me souviens, en larmes, j'étais en train de faire la vidéo review, la vidéo avec lui. Putain. Et on lui dit, donc il y avait vérification, et puis on l'appelle dans le micro, parce qu'il était coach, on lui dit, voilà, le 50 de Julien reste. Donc on était tous les deux, là, le truc horrible, quoi. J'étais dégoûté, quoi. Et bref, il m'a soutenu, machin, et puis après on est passé à autre chose, donc 2000. Et puis après, bah voilà, 2002, 2003, première sélection, vraie sélection, championnat du monde à Augsbourg. Puis là, je me souviens plus des résultats en Coupe du Monde. Je ne sais plus. Et puis, ça carburait bien. On était un très bon groupe. Benoît passe pas, par contre. Et là, c'est le premier championnat du monde où je suis très compétitif. Je me souviens, Fabien était champion du monde en 2002. Il redevient champion du monde en 2003. Et c'est dans ma tête, et à l'époque, Antoine Gauchy, qui était directeur de la performance, me disait, mais de toute façon, il n'y a que Fabien et toi. Là, dans cette catégorie, il n'y a personne d'autre. Je veux dire, il n'y en a qu'un qui peut le battre, c'est toi. Et ce n'était pas faux, il y avait la vitesse de bateau. Fabien était très rapide, et à l'entraînement, je savais que j'étais aussi rapide. Sauf que Fabien avait la tête, moi, je ne l'avais pas, ou pas encore, ou pas assez. Donc, je fais un peu de la merde. Je passe en demi, puis je craque un peu. Je fais 2 touches alors que j'avais plutôt un bon temps de demi. Enfin bon, bref. Et après, il y avait Jean-Yves aussi qui était là, qui faisait ses derniers mondiaux. C'était ses derniers mondiaux. Bref, une autre expérience. Mais là, j'ai appris beaucoup aussi, quoi. Voilà. Avec Sylvain, pour le coup, là, complètement en équipe de France et tout ça. Ouais. C'était sacrément bien entouré quand même. Donc, tu arrives en 2003, ça fait 3 ans, 3-4 ans que tu es à Toulouse et il y a le double champion du monde qui est, qui est dans ton groupe d'entraînement. Il y a Benoît, bon, qui a peut-être été un peu cassé dans sa dynamique, mais qui était le Oui. patron potentiel, quoi. Et Ah tu oui, te non, non, situes mais, comment par rapport à ces deux-là, toi, ah non, mais moi, c'est humainement, clair. sportivement et tout? Moi, je suis. Et ça a peut-être été ma faiblesse, hein, pour pas arriver au très haut niveau, parce que je me considère. C'est peut-être con, c'est peut-être de la fausse humilité, j'en sais rien, mais enfin, au fond de moi, je le crois, j'ai jamais été à très haut niveau. Et eux l'étaient, en tout cas, dans toute leur démarche, de A à Z. Euh, Benoît, le fou furieux de l'entraînement, et il m'a appris beaucoup venant d'une famille déjà qui connaissait le bateau et tout ça, qui savait exactement pourquoi il était là depuis qu'il était tout jeune. Euh, Fabien, la manière dont je le vois, extrêmement talentueux, extrêmement confiant, qui travaillait très dur. Euh, les deux m'ont apporté énormément. Moi, je suis persuadé que sans eux, j'aurais pas été à ce niveau-là. Tu vois, ils ont été exceptionnels pour moi. Ça a été des catalyseurs clairs et nets. Clairs et nets. J'aurais été tout seul ou avec des gens d'un moins bon niveau. Je ne sais pas si j'aurais été aussi bon, mais aussi dévoué dans mon entraînement et tout. Je ne sais pas, peut-être que je l'aurais été, hein, peut-être que j'aurais été très bon, tout ça. Mais c'est la manière dont je le vois. Donc, ces deux personnes et d'autres, hein, m'ont beaucoup apporté, beaucoup. Mais c'est là où tu te rends compte que tu ne fais pas tout seul, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est la manière dont je le vois. Euh,
Mais ouais, j'ai toujours eu l'impression qu'ils ont eu quelque chose, ils avaient quelque chose en plus. Mais je pense que c'est là où a été ma faiblesse, c'est qu'ils n'avaient rien en plus. Moi, j'étais qui j'étais et j'étais plutôt très bon, techniquement, physiquement. J'avais rien à redire à personne. Enfin, c'est clair et net. Je l'ai montré plusieurs fois, évidemment. Mais ouais, ils étaient alignés, je pense, beaucoup plus que moi avec le, le ce pourquoi ils étaient sur l'eau. Je pense qu'il leur a donné cette petite chose en plus de confiance, de gestion des émotions, parce que quand tu es dans le dur et que tu es au départ de la course qui compte ou des courses qui comptent, si tu n'es pas 100% aligné avec tes valeurs, avec pourquoi tu es là, avec les gens qui te soutiennent, avec tout au fond de toi, tu vois, ce gut feel, ce qui te tord les boyaux, ça marche un peu moins bien. Ou un peu moins souvent. Ça peut marcher, mais un peu moins souvent à très haut niveau. Donc, c'est un côté. Je te peins un tableau plutôt négatif de ce que j'ai fait, mais après, je suis conscient que j'ai fait des très bonnes choses. Je les ai poussées aussi. J'ai été très bon. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, c'est ma manière d'expliquer cette différenciation avec un qui est champion olympique, un qui est 2 fois médaillé olympique, champion du monde. Et moi, je suis champion du monde et vainqueur d'une Coupe du Monde ou d'un classement Coupe du Monde. Euh, Tu vois, c'est pour ça que je te dis que cette marche pour aller au plus haut niveau, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai touché, mais c'est redescendu un peu. Et, voilà. Après, je me suis régalé, attention. Je me suis bien régalé dans plein de choses. J'ai trouvé énormément de plaisir dans parce qu'il y avait beaucoup de compétition avec eux, mais il y avait aussi beaucoup de. On se marrait bien, quoi. Hein, attention, hein. On se marrait bien mais on a dû avoir Sylvain à l'époque a dû nous mettre une structure pour pas qu'on s'enflamme un peu trop, pour pas qu'on se tape dessus et qu'on fasse du n'importe quoi. Une structure un peu professionnelle où on avait des accords un peu entre nous de comment des comportements qu'il fallait qu'on ait et certains qui n'étaient pas acceptables. Ouais, Pedro nous en a beaucoup parlé quand il gérait les canoës là, dans les années 90. Sylvain a mis ça en place avec vous aussi, donc tout un système un peu de règles, de barrières. Est-ce que, par exemple, Pedro nous racontait qu'il chronométrait la vidéo pour s'assurer que chacun respecte à la seconde près son temps attribué pour la vidéo entre les manches? Est-ce que c'était un peu le même genre avec Sylvain? Non, c'était pas sur du tangible comme ça, c'était plutôt sur la dynamique de groupe, beaucoup plus. Donc lui de son côté, il faisait son boulot de coach logistique où je pense qu'il faisait très attention à donner le temps imparti à chacun comme il fallait. Et je me souviens qu'il nous demandait avant la course, il nous demandait d'être quel était notre plan de journée, si on voulait voir le parcours avec lui, tu vois, un point de rendez-vous à 8h30. C'était important qu'on soit là à 8h30 et pas à 8h35 ou 8h40 parce qu'il en avait 2, 3 autres à voir et qu'il voulait respecter ça et être réglo avec tout le monde. Si moi j'étais en retard, ça le mettait en retard et il était en retard pour l'autre. Donc là-dessus, c'est lui qui gérait. On ne voyait pas trop ça. On faisait notre truc. Par contre, on a beaucoup discuté la dynamique de groupe et comment ce qu'on pouvait se dire et là où il fallait qu'on s'arrête, quoi. Ce qu'on appelle en anglais les soft skills, tu vois, l'intelligence émotionnelle du groupe et avoir des règles et une structure quand tu travailles dans un groupe qui est très importante. Faut savoir où tu t'arrêtes. Il faut savoir s'arrêter comme il faut, sinon ça pue. Tu as un côté compétition qui est très sain, mais quand ça va un petit peu trop loin et que c'est irrespectueux ou ironique ou tout ça, là, ça devient malsain. Et donc, si c'est malsain pour l'un, c'est malsain pour tout le groupe.
Et donc là, tu plombes le côté compétitif et le pourquoi tu es là, en fait. Vous avez bien réussi ça, à le gérer entre vous tout du long de votre parcours ensemble? Écoute, je crois. Après, je pense que ça donnait surtout un support à Sylvain pour pouvoir intervenir quand il fallait. Parce que forcément, ça dérapait. Tu as des jeunes d'entre 20 et 25 ans qui se tirent la bourre au plus haut niveau. C'est un peu les cadors du truc, machin. Bon, toi, t'as beaucoup d'ego, quoi, forcément. Donc, c'est un peu. Ça dérapait toujours, souvent, probablement. Mais voilà, ça donnait un support à Sylvain pour dire hop, on arrête, on en a parlé, et puis tout de suite, ça te revient à l'esprit et tu dis, OK, tu lâches. Ou voilà, c'est. Donc, ce qui est important, c'est de mettre. Et moi, c'est ce qu'on est. Enfin, en tant que coach, c'est ce que tu essaies de faire aussi. C'est ce que j'essaie de faire là. Tu mets en place une structure que tu communiques, que tu bâtis avec les personnes qui sont engagées dans le projet, plus ou moins gros. Et, et ça, après, il faut le faire vivre. Mais si tu n'as pas la structure au début, tu n'as rien pour pour supporter tes discussions ensuite quand ça allait trop loin. Donc, il faut avoir une base claire qui peut être très simple, mais claire. Comme ça, quand ça va trop loin, tu dis, hop, voilà, tu l'as fait simple. C'est aller trop loin, tu as pété ton câble ou ça ne va pas, regarde ce dont on a parlé, souviens-toi. Et au moins, tu peux t'appuyer. Et là, tu peux dire, stop. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Donc, tu fais de la merde. Tu peux pas remettre la responsabilité sur l'autre. Ça ne va pas marcher. Génial. On en revient un peu. Déjà, est-ce que tu. Ouais, je voudrais revenir un peu avant qu'on aille sur la suite de ton parcours, tes perfs et tout, sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu étais un peu un énervé des cours aussi et que tu passais beaucoup de temps que tu voulais pas louper un cours. Tu étais en STAPS à Toulouse, c'est ça? Hein. Et, Ouais. et qu'en même temps, sur cette période où tu arrives à Toulouse, tu découvres tout l'aspect mental de l'entraînement et tout. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours posé problème dans cet aspect double projet entraînement-études. C'est comment tu switches, en fait. Comment tu passes de là, je suis en cours, à là, je suis à l'entraînement et tout ce qu'il y a à mettre en place mentalement. Et en sachant que quand tu es dans des journées où tu as 5, 6, 7 heures de cours et puis 4 heures d'entraînement à te rajouter, tu n'as pas une demi-heure de 45 minutes d'échauffement comme moi je peux le prendre maintenant pour mettre en place tout ça, tu vois. Comment t'arrivais vraiment Ouais. à faire en sorte que dans chacun de tes deux projets, mentalement, tu étais à fond dedans et tu arrivais à switcher, quoi. Ouais, c'est une très bonne question et c'est une question hyper importante pour les athlètes qui, pas encore tout jeunes, mais qui commencent à se développer et qui rencontrent soit au lycée, soit voilà, qui rencontrent un double projet. Euh, il y a deux choses. J'ai appris à donc le fait d'être sous pression avec l'entraînement et les études, et je souligne, et c'est un énorme point positif, j'ai pas eu à travailler. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont supporté financièrement, qui m'ont aidé pardon, financièrement. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des subventions à un moment donné, plus ou moins, et tout ça. Donc, au début même. Donc, ça vraiment, c'est un point extrêmement important parce que moi, je vois ici en Australie, hein, les mecs, ils étudient, on leur demande de s'entraîner comme des vrais athlètes et en plus, il faut qu'ils bossent. C'est hyper dur, clairement. Bon, après, comment tu fais un autre problème, mais donc moi, entraînement et université où je voulais aller à tous les cours, ça, c'est mon côté. Voilà, faut faire bien les choses. Euh, j'ai appris à être très discipliné sur à pas perdre de temps, euh, à tu te lèves, tu prépares tes affaires, tu vas à l'entraînement, tu te douches vite fait. Tu vois, tout être très efficace dans ce que tu fais, bête et méchant. Donc, c'est-à-dire que tu trouves de l'efficacité dans toute ta journée. Et c'était assez simple parce qu'en fait, ce qu'il y avait à gérer, c'était que les transitions.
Tu sors du cours magistral, tu vas à l'entraînement et tu ne perds pas de temps. Tu ne vas pas discuter avec l'autre pote qui traîne la savate et qui est en train de draguer ou je sais pas, qui se bouffe les frites. Enfin, j'en sais rien, moi. Donc, ces transitions-là, tu apprends à les faire très vite. Tu sors de l'entraînement, tu vas vite te doucher. Hop, non, pas encore. Tu montes, non, tu montes sur ton petit vélo et tu montes sur ton petit vélo et hop, tu vas très vite en cours. Donc, il y avait ce côté. Attends, je vais refermer la porte. Et donc, tu apprends à être très efficace dans les transitions. Et ensuite, le côté donc s'organiser et après la charge mentale, je dirais que c'était savoir gérer mentalement les deux, switcher. Ça m'a jamais trop embêté parce que travailler les études de STAPS, il y avait plein de choses qu'on apprenait au niveau physio, muscu, sociologie, tout ça, que moi biologie et tout, qui m'intéressait et qui donnait du sens à mon entraînement. Donc en fait, pendant que je m'entraînais, j'apprenais aussi beaucoup de choses à l'université et je l'utilisais dans mon entraînement. Donc en fait, les deux étaient très bien liés. Et puis on en discutait avec le petit groupe parce qu'on était tous en STAPS à peu de choses près. Donc, du coup, il n'y avait pas vraiment. On s'entraînait, ça nous donnait du sens par rapport à ce qu'on venait d'apprendre au niveau théorique, quoi. Tu vois, les cellules, les mitochondries, les machins, eh ben, quand on sortait de cours et que tu allais te frapper 45 minutes sur le plat, eh ben, tu savais que tes mitochondries, elles utilisaient l'oxygène et tout, quoi. Donc, du coup, tu as tout un processus mental qui se passe quand tu vas t'entraîner et tous les trucs, tu vois, tous les trucs. Biologie, psychologie, sociologie. Voilà, ça avait du sens et on l'appliquait. En fait, on l'appliquait à l'entraînement. Donc, c'était plutôt excitant, en fait, de donner du sens à ton entraînement. Ouais, finalement, en fait, tes études faisaient partie de ta perf, quoi. C'est très lié à ton projet sportif. Oui, oui, oui. Oui. Alors, j'aurais pu faire différemment. J'avais appliqué pour l'INSA. Donc, je me souviens, j'avais appliqué pour Rennes ou Toulouse. Et je ne sais plus si, pour être honnête avec toi, je ne sais plus si j'avais pu être pris ou pas, ou si j'ai décidé de toute façon, j'ai voulu aller en STAPS parce que je me disais, ça sent bon, je vais apprendre des trucs pour l'entraînement, c'est plus aligné avec ce que je vais faire en tant qu'athlète. Donc j'ai fait ça. Ok. La suite, déjà, est-ce que tu es resté toute ta carrière à Toulouse? Ou tu as bougé après un Euh, peu? la grande majorité, ouais. Donc j'ai bougé donc à Toulouse 2000 après le bac. Ah non, non, pas du tout. 2000, oui, de 2000 jusqu'à 2004. Et juste après les Jeux, à la rentrée au septembre-octobre 2004, je suis allé à Pau. Parce qu'il y avait restructuration après les Jeux, tout ça. Donc, il lançait le pôle d'excellence, je crois que ça s'appelait à Pau. À l'époque, qui prenait en main, c'était Yves et Paco, François Martinez, je crois. Oui, c'est ça. C'était un souhait du directeur de la performance, Antoine Gauchy. Voilà. Il n'y avait pas encore le bassin. Le bassin est arrivé en 2000, juste avant les Jeux de 2008, je crois, le bassin de Pau. Donc, on s'entraînait au Pont d'Espagne, hein, et on avait l'ancien parc à bateaux du club maintenant, du club de Pau, je crois. On était là-haut à Toulouse, on était dans les Algeco à cause d'explosions. Je ne sais plus quand est-ce AZF? que c'était. AZF. On a perdu le truc, on était dans les Algeco pendant un moment, et puis là, on se retrouvait dans un souterrain. Ça a toujours été intéressant, les structures d'entraînement. Donc, c'était 2000, 2005, 2004, et de 2004, 2005 à 2008, j'étais à Pau avec, donc c'était François Martinez Paco et Yves Narduzzi. L'année d'après, Paco est parti. Et c'était Jean-Yves Chetin qui l'a remplacé, qui était au pôle de Verre, nouvel entraîneur qui est arrivé. Euh, et, euh, et voilà, donc 2008, et puis après, tu l'as fait court, 2008, 2009, j'étais encore à Pau, mais je faisais des études sur Bordeaux, mon DES, mon master deuxième année sur Bordeaux, donc je faisais un peu d'aller-retour.
J'avais ma copine sur Toulouse, donc c'était un peu le triangle infernal. C'était 2004-2005, je me souviens. Et après, j'ai essayé de regrouper parce que c'était un peu trop, quoi. Je me suis un peu dissipé, on va dire en 2004, 2000, ouais, 2005, je me suis un peu dissipé. 2006, j'ai un peu remis les choses dans le droit chemin et voilà. Ouais. Ok. Donc pour revenir, du coup, ben, on s'était arrêté en 2003, là, c'est championnat du monde à Augsbourg. L'année suivante, du coup, donc toi, tu as été plutôt bon à Augsbourg. En tout cas, tu étais rapide. Tu abordé Ouais, comment ouais, j'étais les en sélections finale. olympiques? Ouais. Alors, les sélections olympiques. Alors Fabien, du coup, était présélectionné en étant double champion du monde ou champion du monde. Il s'est présélectionné. Je crois que c'était le bonus. Si tu étais champion du monde, tu étais présélectionné, il me semble. Euh, et les sélections olympiques, c'est en deux temps. Il y a les sélections ACO euh, où je suis dans les deux premiers, Benoît et moi, ou moi et Benoît, je ne sais plus dans l'ordre. On était tous les deux. Je me souviens en C1, c'était Patrice, Nico. Tony était présélectionné, bref, il s'est sélectionné, Tony. Et donc, voilà, premier temps au niveau national. Et ensuite, il y avait un départage, deuxième temps, sur la Coupe du Monde et le test events en même temps à Athènes, Coupe du Monde. Et donc là, donc c'est Benoît qui va au jeu. On était tous les deux en finale. Euh, je crois que je termine sixième, il termine quatrième, je crois. J'avais une touche. Je me souviens exactement, c'était en bas du bassin. Là, je touche une touche, le stop à gauche avant la traversée dans le rouleau. Je touche cette porte-là. À Athènes. À Athènes, ouais, sur la Coupe du Monde où c'était la sélection olympique. Et donc c'est Benoît qui y va. Je me souviens plus s'il était plus rapide que moi de toute façon ou pas. Ce que je me souviens, c'est qu'il était à peu près deux places devant moi en finale de Coupe du Monde. J'avais une touche. Et donc c'est lui qui va au jeu. Bon, bah voilà, déçu, vraiment déçu, évidemment. Ouais, et après, bah, c'est super, puisque moins déçu après, puisque moi, je suis champion d'Europe en Macédoine, à Skopje, un mois ou deux mois après. Donc, je recolle les morceaux. Molmenti était second, il y avait Mike Hutt qui était troisième, il me semble. Et puis après, bah forcément, Benoît devient champion olympique et puis Fabien est troisième. Donc, c'était top, quoi, ça fait plaisir. Tu n'as pas donné ta place à un branquignol, quoi. Clair et net. Bah, bon, on le savait déjà, mais ça fait vraiment plaisir. Et puis nous trois, on était contents parce qu'on est de 2004. Du coup, on avait un champion olympique, un médaillé olympique. J'étais champion d'Europe. Euh, Fabien Fabien était était champion du monde. champion du monde. Ah, Donc, vous aviez tous les nous, titres. en équipe, avec Sylvain, voilà, c'était chouette. Il y avait un peu ce côté sympa d'avoir fait quelque chose aussi avec l'équipe de Kayacom. Bon, voilà. Donc, c'était 2004. Ouais. Vous étiez dominant aussi en course par équipe à cette période? Euh, ah ouais, probablement 2003. C'est une bonne question, je ne sais pas. Notre premier titre de champion par équipe, c'est en 2005, je crois. Parce que 2003, on était avec Jean-Yves, on fait un peu de la merde. Et je me souviens, après la finale individuelle à Augsbourg, j'ai été défait. Euh, Vraiment dur de me relever, émotionnellement. Et puis Jean-Yves a fait son boulot de gars qui commence à être un coach et de senior dans l'équipe. Il m'a vraiment pris sous son aile et on dit allez, c'est parti, on se remet pour l'équipe parce que c'était ses derniers mondiaux aussi. Mais je ne sais plus combien on a fait. Avec Benoît, non, je crois que c'était la première. Putain, bonne question. Okoé 2001, il n'y a rien eu. 2002. Non, je crois notre première victoire par équipe en championnat du monde, c'était 2005 à Penrith. Et je crois qu'on était content parce que ça faisait un moment qu'on performait à haut niveau tous les trois. Et donc, enfin, on était en équipe tous les trois, parce qu'on n'avait jamais été. Et puis, boum, on a montré qu'on était les plus rapides. Donc, ça faisait plaisir, ouais. C'était chouette, ça. On avait bien navigué. Quand ça navigue bien, il y a beaucoup de plaisir dans les équipes. Donc, c'était un bon moment. Ouais. Ok, 2004, donc après les Jeux, toi, tu es champion d'Europe. Bah, en fait, vous êtes à peu près les meilleurs, quoi.
Ouais, ouais, C'est à ce moment-là qu'il y a la transition vers Pau. Comment tu abordes ouais. ça? Tu étais bien à Toulouse, tu savais que ça marchait bien avec le groupe. On t'impose un peu cette transition ou toi, tu étais assez demandeur finalement de bouger à Pau? Non, demandeur, ouais. J'avais fait 4 ans ou 4 ans, je crois, à Toulouse. J'étais content. Je me souviens, je déménageais. J'étais sur la route pour aller à Pau et je fais une pause. J'appelle Sylvain Curinier, puis je lui dis, oh putain, j'étais vraiment content de nouveaux projets, quoi. Puis dans ma vie, j'ai réalisé que j'avais besoin de ça. J'aime très peu la routine et donc souvent, j'aime bien changer. Fin d'un projet, hop, ça passe à autre chose. Donc, j'étais hyper excité. Nouvel appartement, nouvel endroit. Voilà, ça se passe pas bien, malheureusement, à l'époque avec Paco. Bien que j'ai rien contre la personne, en tant que coach, je m'y retrouvais pas. Je- donc, c'était compliqué. Et puis ça a pété juste avant la saison inter, je crois. C'était très compliqué, gros conflit émotionnel. C'était dur pour lui aussi, très dur pour moi. Euh, et puis on a essayé il y avait pas mal de discussions avec Yves Narduzzi, avec le manager des équipes de France à ce moment-là, Christophe Prigent, pour trouver un peu, recoller les morceaux, tout ça. Et la manière de recoller les morceaux, ça a été Arnaud Brognard qui est venu entraîner juste pour les mondiaux à Penrith. Parce qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Voilà. Bon, là-dessus, c'est pareil, j'ai appris énormément au niveau gestion émotionnelle et tout. Je me souviens des situations dans lesquelles j'étais émotionnellement. Je me dis, mais Julien, c'est du n'importe quoi. Donc, ben, j'ai grandi, quoi. C'est bien. Tu vois, tu grandis, tu apprends. Euh, Paco, c'était pas simple pour lui. Bon, c'est marrant, on n'en a jamais vraiment discuté, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que c'était gros conflit émotionnel. Mais j'ai avancé. Maintenant, je sais mieux gérer ça, autant pour moi qu'en tant que coach pour les autres aussi. Et c'est hyper important, avoir avoir le courage d'avoir des discussions neutres et qui font avancer sans être pris dans tes émotions. Euh, Hyper important, hyper important. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a le courage de faire ça. Le courage et les compétences pour réussir à communiquer quand tu es impacté émotionnellement. Euh, on a plutôt tendance naturellement à mettre de côté, à éviter le conflit. Et soit tu l'évites, tu dis rien, c'est très passif, ça amène à rien. Parce que c'est en toi et de toute façon, si tu l'as pas géré, ça n'a pas marché. La meilleure des choses à faire, c'est tout de suite communiquer, des feedbacks neutres, et puis tu t'en sors comme ça, quoi. Bref, donc c'était la transition à Pau, il y avait un peu de ça. Et après, ouais, voilà, après, une fois que ça s'est passé, bon, c'était plutôt bien, à part qu'on se changeait sur le parking l'effet salaire. Tu étais pôle d'excellence, mais tu te changeais l'hiver l'effet salaire, quoi, sur le parking. Voilà. Euh, et puis bien, ça roulait bien. Après, il y avait Yves, Jean-Yves en muscu. Les coachs étaient là en muscu sur l'eau. Voilà, ça roulait bien. 2005, enfin de 2006, quoi, après que l'événement avec Paco se soit passé. Ouais. Ça se passe comment les mondiaux 2005 à Penrith? Tu connaissais déjà Penrith? Tu étais déjà venu peut-être pour voir les Jeux à J'étais allé Sydney en ou... 2003. J'étais allé en 2003, la première fois, sans l'équipe, je crois, ou peut-être avec l'équipe, je ne sais plus. Euh, donc je connaissais, j'avais adoré, donc j'étais content de revenir pour préparer les mondiaux. J'étais peut-être venu avant aussi à un stage hivernal, je ne sais plus. Mais oui, je connaissais. Euh, il y avait, ouais, ça s'est passé comment? J'étais en finale, j'étais deuxième temps en demi, je crois, euh, derrière Sage Bidor, un Slovaque. Et en finale, je fais du Julien typique, je mets la charrue avant les bœufs, je pars vite et je touche deux ou trois portes, quoi. Donc, c'était pas super. Déçu. Et je me souviens que c'était à l'image de mes 2 dernières années où j'en faisais trop. Euh, J'étais à l'université à Bordeaux, j'avais ma copine à Toulouse, j'étais à Pau. Euh, il y avait trop de trucs. Je me souviens de dire
je me souviens de dire au directeur de la performance de l'époque, Philippe Graille, voilà, il faut que je change, faut que je me pose, que je trouve des revenus, que je trouve un boulot qui me permette de m'entraîner et je suis posé, pas d'études. Euh, Parce qu'en plus, putain, 2006, 2005, attends, je sais plus. Non, c'est après que j'ai essayé le professorat de sport, et bon, ça me saoule. On était avec Pierre Labarré en 2006, ça nous avait un peu saoulé, on ne l'avait pas fait. Bon, bref, 2005, voilà. Donc, c'est un peu le truc où je me rends compte que Julien, tu en as fait beaucoup jusqu'à présent, mais là, il faut faire autre chose. Il faut en faire moins, pardon. Il faut recentrer. Il faut en faire moins. Euh, Après, en équipe, c'était super. Voilà, on gagne par équipe. C'était un super moment avec une super équipe autour de nous. Ça marchait bien. C'était une bonne équipe à Pellins. Et t'as fait comment alors pour entre guillemets, en fait, tu cherches à te professionnaliser en 2005 du coup? C'est une Ouais, question moi, qui revient souvent aussi dans les gens avec qui je m'entraîne, par exemple. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé des bons sponsors après le titre championnat du monde. Donc, c'est facile. Je peux m'entraîner tous les jours et faire que ça. ouais. Mais quand tu n'as pas les sponsors qui te permettent d'en vivre, comment tu fais? Est-ce que tu fais un mi-temps, tu travailles à fond, tu te démerdes pour trouver de l'argent? Ouais, ouais. Alors moi, après 2005, donc j'avais terminé mes études, je crois. Je crois que je termine mon master d'entraînement et truc à Bordeaux en 2005. Et ensuite, 2006, c'est là où j'ai essayé le professorat de sport, en fait. Mais je suis à Pau. J'essaie de me souvenir. À ce moment-là, j'ai un peu plus de subventions de la ville de Pau. Je sais pas, j'arrive à, tu vois, à joindre les deux bouts, quoi, comme on dit, il me semble. J'ai pas vraiment de sponsor, je crois. Alors, encore une fois, très probablement, mes parents me soutiennent financièrement aussi un petit peu. Mais 2006, probablement une année de transition, je me souviens plus trop. Euh, et après, j'ai la chance enfin voilà, je suis champion du monde 2006, 2006, hein, pas 2007, oui, 2006. Et grâce à ça, en 2007, j'obtiens cet emploi en tant que civil à la Défense, au ministère de la Défense. Et donc là, super, quoi. J'ai un peu d'argent qui rentre tous les mois, ça me permet de m'entraîner. Et puis là, c'est bien, je joins les deux bouts avec les subventions de la ville de Pau, les subventions de l'équipe de France et des trucs comme ça. Donc, c'est comme ça que je fais 2006, 2007, 2008. Et après 2008 ou 2007, euh, je, je bosse avec un manager, enfin quelqu'un qui trouve des sponsors, quoi, euh, qui était de Pau, un copain de Bertrand Sahut à l'époque. Euh, il est marié euh, à Peggy Dickens. Il était du coin, bref. Je vois ce gars-là et on discute avec lui, très bon contact. Il m'a trouvé un partenariat avec Technique, pas juste d'image, partenariat technique avec l'HM Société Hydroélectrique du Midi, donc concurrent d'EDF, hein, avec qui j'ai un partenariat je dois leur faire bon, un peu d'image, mais aussi et surtout des rapports techniques d'expertise sur les cours d'eau, l'utilisation des cours d'eau par les usagers, éventuellement des projets de bassins sous les barrages dans les Pyrénées qui gèrent et tout ça. Donc ça, c'était intéressant. C'était pas que juste je monte ma gueule et je prends des photos et on fait autre chose. Il y avait autre chose, un peu plus, une expertise technique un peu intéressante. Donc ça apporte de l'eau au moulin financièrement sur les 3 dernières années, on va dire aussi. Après, j'ai jamais été très bon à trouver des sponsors, quoi. J'avais un book, je me souviens, j'ai fait un book, tout ça. Heureusement qu'il y a eu cette personne en fin de carrière pour m'aider un peu. Parce que j'ai jamais été quelqu'un qui. J'ai jamais su me vendre. Maintenant, beaucoup mieux, je pense. Mais avant, non. Je n'avais pas cette confiance. Donc, il est toujours pareil. Quand tu sais pas vraiment comment faire, il faut aller chercher quelqu'un.
Et t'en penses quoi maintenant de cet aspect professionnalisme Je sais que par exemple, quand Richard est arrivé en 2017 en France, c'est un truc qui nous a un peu poussé. Il répétait tout le temps il faut être plus pro. Donc il parlait Ouais. de façon générale être plus pro, mais aussi réussir à être professionnel en tant qu'athlète, faire du kayak son métier. Moi, je suis assez convaincu que c'est une des clés pour performer, même s'il y a il y a plein de contre-exemples. Mais ouais, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que si tu reviens sur ta carrière, tu te dis, putain, si j'avais pu faire que du kayak plus jeune, est-ce que ça aurait été mieux? Euh, oui, alors je ne sais pas comment aborder la question parce que faire du kayak, faire plus de kayak, oui, je dirais être en tout cas plus aligné et trouver un vrai équilibre dans la vie et pas trouver un travail. Pour moi, la clé, c'est euh, trouver des revenus qui te permettent euh, trouver des revenus qui te permettent de vraiment aligner ta vie de tous les jours avec la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les athlètes trouvent un travail parce ils en ont juste besoin pour avoir de l'argent, quoi. Donc, en fait, c'est du temps perdu pour s'entraîner. Tu vois, c'est du temps perdu pour récupérer. Alors que la manière dont je le vois, si c'est vraiment bien fait, le temps que tu passes hors de ton bateau, parce que je pense qu'on en a besoin, en tout cas, arriver à un certain niveau, à un moment donné, il faut se la coller et faire que ça, je pense. Il faut aller juste un peu trop loin dans l'entraînement, juste un peu trop pour apprendre et ensuite tu rééquilibres. Euh, mais en tout cas, il y a un moment donné où il faut réussir à trouver des sources de revenus euh, qui sont complètement en phase avec ta manière avec la performance, donc qui te permettent de récupérer. Donc, soit tu gères ton image, euh, et ça demande moins d'énergie. C'est pas un travail de 5 à 7 ou de 9 à 5, enfin, un travail tous les jours où tu vas bosser pour gagner de l'argent bêtement. Mais ouais, je m'égare un peu. Je sais pas. Ce que j'ai envie de dire, je crois, c'est que en Australie et de manière générale dans le sport anglo-saxon, il y a une approche plus professionnelle dans le sens où effectivement les athlètes travaillent en équipe et ont vraiment toutes ces structures autour d'eux qui leur envoient la nutrition, enfin, qui leur. euh, Tu peux travailler avec tous les aspects de la performance autour de toi. Donc, si tu veux être très professionnel, tu peux. Euh, Mon image de la France aujourd'hui, et ça fait longtemps que je l'ai quitté, mais c'est plutôt l'athlète, il est là parce qu'il a été très bien formé. euh, et c'est vrai, dans les clubs, techniquement, physiquement, il y a des très bons clubs. Les athlètes sortent très bons, mais ils ont un peu trop rien vu d'autre. C'est-à-dire que tu sors d'un club euh, et tu n'as pas encore appréhendé tout ce que ça veut dire que d'être un athlète. Et je pense que là, la fédération, pour moi, n'a pas encore un système en place pour offrir ça et pour éduquer les nouveaux athlètes qui arrivent en équipe de France ou dans les centres d'entraînement à prendre vraiment en main tout ce qu'il y a autour d'eux, toute la sphère d'entraînement qui est autour d'eux et pas que l'entraînement. C'est ça pour moi être vraiment pro. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un athlète? Ça veut dire savoir gérer ton image, ça veut dire savoir aller se vendre, ça veut dire savoir parler, ça veut dire communiquer dans les médias, ça veut dire savoir que les médias sont importants dans ta performance, que tu peux jouer avec les médias. Donc, c'est tout ce côté-là, je pense, que si tu n'es pas trop con, tu l'apprends toi quand tu es athlète parce que tu sens que tu en as besoin. Mais la fédération ne va pas forcément te l'apporter, comme ils vont t'apporter un coach technique. Il faudrait qu'il y ait ça. Parce que tu imagines tous les mecs, tous les champions, c'est un gros sport en France. Les gens sont très bons. Et ben, il manque euh, savoir se vendre, en fait, savoir vendre ton sport. Et ça, pour moi, c'est être pro. C'est pas juste, je suis champion parce que je suis bon techniquement et physiquement. Il dit non, il y a autre chose. Je suis champion parce que je suis un exemple pour les jeunes. Je sais communiquer avec les médias. Je sais me vendre. Je sais vendre mon sport. Et quand tu sais faire tout ça bien,
forcément, tu as des apports financiers qui vont arriver. Ça demande pas mal de temps, c'est vrai. Mais c'est là où je pense que la fédération peut être meilleure. Mais la fédération, voilà, culturellement, tu es là pour t'apportes le côté technique, physique. Et il n'y a pas, je trouve, ce côté un peu plus média, communication, marketing qui est important pour vendre le sport et vendre les athlètes. Tu as tellement de champions aujourd'hui à la FFCK qui sont ou ont été maltraités, on va dire, entre guillemets, attention. Hein. Mais la fédération pourrait les utiliser beaucoup mieux, ces gens-là. Et les champions d'aujourd'hui aussi. Ouais, voilà, peut-être trop loin, je vais me faire taper dessus. C'est un peu l'idée, quoi. Non, il y a tout un côté de l'athlète et du champion qui peut être développé beaucoup mieux, je pense, en France. Ce qu'a fait super bien Tony. Ouais, voilà, exactement. Pour vraiment devenir un vrai athlète qui a une aura, pas juste un champion qui rapporte une médaille et qui sait s'entraîner, qui est bon techniquement. C'est plus que ça. Et moi, c'est ce que j'ai découvert en Australie, notamment avec Jess ou un peu avec voilà, voir comment marchait Richard, Jess, Myriam et tout ça. Il y a tout un côté vraiment important qui permet d'évoluer quand tu gagnes un peu, tu gagnes une médaille. Il y a autre chose pour pour rééquilibrer tout ça dans ta vie. Si tu restes que le gars, encore une fois, qui pagaie, qui va sur les camps d'entraînement, qui s'entraîne fort et qui se pointe sur les courses, il manque un morceau dans ta profession. Tu es un athlète, mais tu n'es pas un athlète professionnel. Tu es un athlète de fédération. Après, il faut savoir si ça t'intéresse ou pas. Tu as des gens, ils sont là, ils s'en foutent. Hein, et ils sont bien contents d'être juste athlètes. Ils ont un boulot à côté qui est complètement différent, qui leur apporte un autre équilibre. Et ça va bien, attention. Hein. Mais je pense que de manière générale, la fédération aurait à gagner à mieux vendre les athlètes et à leur apprendre à se vendre, à mieux communiquer. On revient au sport. On arrive en fait à la belle année 2006. Raconte-nous un peu, parce que 2006, c'est aussi un gros imbroglio de ce que j'ai pu comprendre avec Cipressi, etc. Raconte-nous un peu cette année, ces championnats du monde, ce titre. Ouais, alors les championnats du monde, c'était l'année, je ne me souviens plus. Encore une fois, les Coupes du Monde, les trucs, je ne sais plus. Les championnats du monde à Prague, je me souviens, c'était une course compliquée, sans parler du résultat ou quoi, mais les qualifs, j'ai galéré. La demi-finale, c'était très dur. J'étais deuxième derrière Grimm, donc ça restait très bien. Mais c'était compliqué sur l'eau. J'ai fait le boulot, quoi. Donc encore une fois, j'ai poussé, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai été pro. Et voilà, ça passait en demi. Finale, donc oui, finale, si précis, il fait des 50 en bas. Il y avait encore des énormes problèmes de jugement qu'on a réglés aujourd'hui. C'est beaucoup mieux qu'avant. Il y a encore des petits soucis, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais, voilà. Donc, on gagne aussi par équipe avec Boris et Fabien. Donc ça, c'était bien aussi. Ouais, la course, ouais, c'était un peu mitigé, quoi. Tu vois, c'était un peu le bordel à l'arrivée, quoi. Tu penses que tu as bien fait, mais il y a un mec qui est devant toi qui a raté des portes, mais tu n'es pas sûr, c'est mal jugé. Puis après, tu attends un peu. Pendant la soirée, il n'y a rien qui change. Et puis après, on te dit, bon, bah voilà, on va aller au tribunal arbitral du sport, machin. Enfin bon, voilà, tout ça, quoi. Donc moi, je botte un peu en touche de mon côté. Ça a été pris en main par la fédération. Un grand merci à la fédération. Bon, là-dessus, ils ont été très bons, très professionnels pour le coup, par rapport à moi qui a botté en touche. Et, et Philippe Graille m'a tenu informé, m'a communiqué pendant que j'étais un peu en vacances et tout. Et donc, c'est allé au bout. Et je suis champion du monde sur tapis vert, comme ils ont dit plusieurs fois. C'était en janvier. J'ai appris en janvier 2007, du coup.
Ex aequo avec Cypressi. Pour le coup, ils n'ont pas tout changé. Ils nous ont mis ex aequo d'après ce que. Voilà. Bon, voilà, c'est ce qu'ils avaient trouvé au tribunal devant le juge, quoi. Donc, je sais pas, j'en ai eu. Pas quoi te dire, quoi. Encore une fois, j'ai appris des choses. Tu vois, je dis merde, tu peux gagner sur tapis vert. Ça peut se passer comme ça aussi, le sport. Ça reste pas une très grande course pour moi. Tu vois, j'ai des courses où j'ai été bien meilleur, je trouve, au niveau performance. Des finales à Bourg ou une finale de test event à Pékin euh, où j'ai vraiment très bien navigué. Très, très bien navigué. À Prague, bof. Taper dans l'eau, c'était dur, quoi. Ouais, voilà. Ouais, donc pas un souvenir très marquant finalement, ce championnat du monde. Ouais, ben, des souvenirs, pas des souvenirs sportifs comme tu veux les avoir, mais c'est un souvenir comme un autre qui m'a permis de me bâtir, quoi, tout simplement. Et après, au niveau performance pure, j'ai des souvenirs bien meilleurs sur l'eau, ça c'est sûr. Mais bon, ça montre que la performance, elle n'est pas toujours dans le plaisir. Elle est dans livrer ce que tu as à livrer, être confiant au départ, confiant que tu t'es bien entraîné, confiant que tu es le bon bateau, parce que je naviguais avec mon bateau, ma forme à ce moment-là, pour la première fois, il me semble, 2006. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, parce qu'en 2005, je naviguais avec un Aska de zigzag qui a été fait par. Donc là, cette année, je naviguais avec mon bateau, un Caïs en 2006. Donc voilà, il y a des bons moments aussi, hein, le matériel qui est validé. Mais bon, ça a été fait dans le travail, quoi. Euh, mais bon, ça passe aussi par là, la performance. Pas que du plaisir pur, quand tu Ouais. voudras. Et tu l'as pris comment le titre quand tu l'as appris en janvier? Vous avez fait une grosse fiesta ou Non, t'as je l'ai reçu un appris par mail téléphone. et bon. Non, par téléphone. Je crois que c'est Philippe Graille qui m'a appelé. euh, je crois. Il m'a dit, ça y est, je crois. Je pense, hein, je pourrais me tromper, mais je pense que c'est lui qui m'a appelé. C'est la fédération qui m'a tenu informé, en tout cas. Coup de téléphone, il m'a dit, voilà, ça y est, c'est fait. Tu es champion du monde sur tapis vert. Maintenant, il faudra voir avec la FIC comment ils veulent te remettre la médaille. En fait, ils m'ont remis une médaille. Je me souviens, c'était Feldhoff, qui était un Allemand qui était président de la FIC à ce moment-là, qui m'a remis la médaille à Gérard May. Gérard Maire, je ne sais pas comment tu dis, ça va faire rigoler Arnaud Brognard. Euh, Arnaud Brognard, Rémi Raymond, hein, c'est le private joke avec Arnaud Brognard. Euh, euh, ouais, donc à Gérard May, Feldhoff vient me remettre une médaille de champion du monde pendant les championnats du monde de Dragon Boat. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. donc Donc ça t'as a eu quoi? été T'as une fait. cérémonie et tout, podium, machin. Ouais, il n'y avait pas de podium, il y avait une estrade. Il m'a filé la médaille, il m'a serré la main, il s'est barré, quoi. Voilà, c'était comme ça, malheureusement. Donc là, je suis venu exprès. Il m'a donné la médaille et puis je suis reparti le lendemain ou quoi. On avait un stage ensuite, il me semble, à Augsbourg ou je ne sais quoi, hein, ou une course. Euh, donc ouais, ça a été fait vite fait. Tu sentais qu'il le faisait parce qu'il fallait qu'il le fasse, quoi. Le président de la FIC. Voilà. Bon. Donc, pas un souvenir impérissable, mais bon, merci à la Fédération française. Euh, et j'étais bien content d'avoir cette médaille et puis d'avoir un peu de subvention aussi, hein, parce que ça m'a permis d'être médaillé, ça m'a permis d'avoir ce contrat avec le ministère de la Défense, ça m'a permis d'avoir subvention Adidas, ça m'a permis d'être athlète Adidas aussi. Donc, il y a plein de choses qui aident derrière. Donc, ouais, voilà. Il se passe quoi ensuite? 2007, c'est la saison pré-olympique. 2007, ouais, 2007, saison pro-olympique. Donc, je me retrouve sélectionné aux mondiaux au Brésil. Là, pour le coup, Avec j'étais des le petits leader jeunes. avec les petits jeunes, voilà, j'étais le leader du groupe Kayacom. Il y avait Pierre Bourliot, Seb Combo. Bon, Seb l'explique dans son podcast très probablement. Euh, Moi, je n'ai pas été bon. Enfin, on fait deuxième en équipe. Donc ça, c'était chouette. Content pour eux, content pour moi en équipe. Pour les jeunes, c'était bien. Et puis
Et puis, le course par individuel, je prends un 50 en début, en demi-finale, je crois. Il y avait des demi-finales encore à l'époque, hein. Oui, oui, c'est ça. Toujours, oui. Déjà à l'époque. Je prends un 50, je sors de la route, bon, un peu dégoûté, quoi. J'arrive pas à maintenir mon titre alors que j'avais tout ce qu'il fallait. J'étais très rapide et tout. Bon. Euh, j'ai sorti un peu de la route, une demi-tête sur la porte 4 probablement. Et puis bien de voir. C'était rafraîchissant de passer le stage avec Pierre Bourliot et Seb. Combo, très rafraîchissant, très sympa. Des jeunes qui ont la tchatch, qui se marrent plutôt bien. Et puis de voir Seb qui gagne derrière, c'était bien. J'étais content pour la catégorie. C'était dur pour moi. Je ne vais pas le cacher. Je pense que j'ai fait la gueule à la soirée après, la soirée d'après truc. Je faisais la gueule, je pense. J'étais dégoûté. Mais au fond de moi, content pour lui et content pour la catégorie. Euh, ouais, voilà. Après, des bons souvenirs au Brésil. J'ai fait mes premiers stages où il faisait hyper chaud. On avait fait un pré-stage en mars, là où, putain, il faisait chaud. Il faisait chaud, hein. On faisait des grosses séances d'I3, des 30-30. On suait comme des bœufs. Euh, mais bon, voilà. Championnat du monde. Ouais, c'est passé 2007. Puis après 2008, qu'est-ce qui se passe, hein, 2008, stage à Pékin, tout ça. Ah oui, il y a 2007. Ah oui, il y avait le test event aussi en 2007 à Pékin, où c'était le début d'année. C'était le début d'année. Enfin, c'était après les mondiaux. Peut-être ça devait être en octobre 2007. Il y avait les test events à Pékin. Là, j'ai été très bon. Là, pour le coup, j'ai galéré sur toute la préparation. Je me sentais très mauvais sur l'eau et tout. Et puis alors, l'eau s'est ouverte devant moi sur les finales, les demi et les finales. Je me suis régalé, quoi. J'ai hyper bien navigué. J'ai gagné les pré-mondiaux. J'ai deuxième. Non, je crois que j'ai gagné. J'ai gagné les pré-mondiaux. Donc, c'était super, une super expérience. Et par contre, je ne me sélectionne pas pour les Jeux après. Donc, c'est Fabien qui se sélectionne. Et puis, 2008, quoi. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que Ouais, j'ai il se fait. Je passe suis quoi parti en vacances. sur ces piges olympiques? Là, clairement, j'ai été mauvais. Je pense que mentalement, j'ai pas été bon. Euh, euh, Benoît est revenu à ce moment-là. Il était très fort. Fabien était présent aussi également. Il y a eu un gros imbroglio après coup entre les deux au niveau jugement, machin. Bon. Euh, mais moi, clairement, j'étais pas au niveau. J'ai l'impression de faire tout ce qu'il fallait, tout ça, mais j'ai pas bien navigué sur les courses, sur les entraînements avant. Je réfléchissais trop dans ma tête, pas assez dans mon corps, et j'ai pas trouvé les clés pour relâcher et pour être dans la zone, quoi, on va dire, dans le in the flow. Euh, ouais, m'a manqué. J'ai réussi à mettre de côté des outils pour mettre de côté ma tête et me retrouver dans mon corps et toutes mes sensations, hein, là où ça marchait très bien. Euh, bon, voilà. Donc, déçu, mais en même temps, c'est con à dire, mais je le voyais venir. Enfin, j'étais tellement pas bon et inconfortable à l'entraînement que à la fin, voilà, j'ai plié boutique, je suis parti, quoi. Tout simplement. C'est vrai qu'à ce moment-là, moi je me rappelle, bon, j'étais jeune, hein, mais je me rappelle de Fabien qui dit là, avec les mecs que j'ai laissés derrière moi, si je gagne pas, j'aurais honte, quoi. Je serais déçu. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens qu'il avait dit ça aussi. Je me souviens qu'il avait dit ça. Oui, oui, et c'est vrai parce que c'était dur pour tout le monde, hein. Même s'il est arrivé gagnant, il a fait des plutôt bonnes courses. Je crois forcément, il a dû faire des bonnes courses. Mentalement et tout ça, émotionnellement, c'était très dur pour tout le monde. Donc, ça l'a été pour lui. Donc, je pense quand il sort vainqueur, voilà, c'était compliqué avec Benoît. Ils étaient très grands rivaux, mais en même temps, ils se sont servis l'un de l'autre pour être très bons. On s'est servis les uns des autres. Donc, tu es redevable et tu veux faire bien pour les autres, quoi. C'est clair et net. Et bon, il a bien fait, il aurait pu mieux faire, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a fait une médaille d'argent.
Ouais, voilà. Donc, c'est bien d'avoir ces petits mots-là aussi. Toi, tu laisses la place à quelqu'un, mais tu sais que la personne, elle est consciente de ce qu'elle a, de ce qu'elle a, de toutes les barrières qu'elle a passées pour en venir là. On a laissé des gens de côté, des athlètes de côté, il a couru pour nous aussi un petit peu, voilà. Alors après, je sais que c'est pas tout le monde qui aime Fabien. Il y a beaucoup de choses à redire, mais bon, voilà. N'empêche que il nous a montré la voie sur beaucoup de choses aussi. On va pas continuer très longtemps. J'ai envie de t'entendre un peu sur ton arrivée en Australie, sur le coaching et tout. J'ai juste une dernière question sur le matériel avant ça. Euh, Toi, tu as abordé comment le changement de taille des bateaux quand on est passé de 4 mètres à 3,50? Tu y croyais? Tu étais enthousiaste au changement qu'il allait pouvoir y avoir ou tu croyais pas forcément? Non, moi, je suis content. J'étais enthousiaste, je me souviens. Enthousiaste, content, content de changer encore une fois. Je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche trop à ce qui a été fait avant. Je suis content de changer. Je ne suis jamais trop critique, je crois, sur les choses parce que j'ai toujours un peu les deux visions, tu vois. J'ai ma vision, mais je sais bien qu'on peut voir les choses d'une manière très différente. Et je me dis, bon, ben voilà, on va trouver, on va être un peu adaptable. Et j'ai toujours été adaptable, donc j'ai jamais été contre les choses vraiment. Euh, bon, à part voilà, cette histoire une fois avec Paco, mais de manière générale, je suis assez souple sur les pattes arrière, donc j'étais plutôt content avec les bateaux courts. Euh, et ouais. Donc Et c'était même dur, c'était un peu question, savonnette au début. ouais. Ouais. Même question sur le changement de règles aussi. Passer le cumul des deux manches, demi plus finale, à la manche unique, one shot. On, on tente tout d'un coup. Je sais plus en quelle année c'est arrivé ça. Enfin, je sais plus, hein. Mais toi, tu étais encore athlète quand c'est arrivé, hein. Oui, oui, j'étais encore athlète. Oui, j'ai couru plusieurs Ça fois devait être avec peut-être les 2007 ou un truc demi. comme ça, ou 2000, Ah, je sais plus, moi, 2000, parce que ah, 2008, c'était pas le cumul. Je crois pas. Moi, je me rappelle 2000. plus. Putain, je sais plus. Je Mais sais ouais, comment plus, tu as mais en abordé tout ça? cas, Parce que non, ça change beaucoup de 2008, choses. c'est pas le cumul. Ça a beaucoup changé dans nos manières de s'entraîner, en fait, je crois, plus qu'autre chose. Euh, on faisait attention de faire vraiment une manche très bonne. Et une manche très bonne et très rapide, plutôt que la stratégie d'en jouer une pas trop mal et de gérer la deuxième, tu vois. Puis il y avait un scoop près un peu au niveau mental. Tu avais les demi, il fallait passer les demi. Euh, donc je pense au niveau entraînement, je ne me souviens plus exactement, mais, mais on a changé quelques trucs à l'entraînement. On approchait les choses un petit peu différemment. Euh, et forcément, on mettait un peu plus de pression sur livrer sur une manche, quoi. Et donc, c'est là où je pense aussi on a commencé à regarder vraiment de plus près de naviguer au millimètre aussi, beaucoup plus. Parce que là, la marge d'erreur, elle est pas sur euh, elle est pas sur deux manches. Donc, les gens attaquent plus sur une manche. Euh, et donc, comme tu attaques plus, tu vas peut-être plus sortir de la route, mais en même temps, quelque part, les temps se sont rapprochés pas mal aussi. Et donc, il fallait aller chercher la petite bête au niveau technique. Je me souviens, on a fait un énorme travail technique. Je me souviens à l'époque, en 2000, c'était au début, le début des années Paul, même à Toulouse, hein, 2000, 2001, 2, 3. C'était encore les deux manches. Putain, je suis perdu là, je ne sais plus. Mais il y avait un très très gros travail technique très minutieux. On passait des heures sur les vidéos à tout analyser et tout. Mais bon, voilà, c'était faire tout un petit peu mieux en fait, hein, tout simplement. Hein, et puis gérer les risques, savoir gérer les risques sur une manche. Voilà, donc au niveau très pragmatique, opérationnel, je ne sais plus exactement comment on gérait ça, mais ça a un peu changé au niveau mental. Ouais. Après, voilà, toujours pareil, tu t'adaptes, hein, tu go with the flow. C'est comme ça. J'ai jamais été trop borné sur le changement à rester dans le passé. Quoi. Tu vois, si je m'en souviens plus, c'est que ça ne m'a pas marqué. Donc, j'ai fait avec ce qui est vu, ce qui venait, et puis voilà, basta, quoi. Ok. 2008, du coup, pas de sélection au jeu, tu te barres, vacances.
Il se passe quoi après? Je me souviens plus quand tu arrêtes ta carrière. C'est pas tout de suite, si Il se passe quoi? Ben, à ce moment-là, 2008-2009, j'arrête en 2009. Mes derniers champions du monde, c'est 2009. Mais bon, pour en faire rapide, rien d'incroyable. En 2009, je fais un deuxième master professionnel à Paris, à l'ESSEC, en management du sport, marketing, et trucs du style. Donc, j'étais un peu sur Paris, ça me fait voir du pays. Je fais autre chose, toujours un peu curieux de tout, donc ça, c'était plutôt bien. Ça me sort un peu la tête de que l'entraînement. Je mets un peu je lève le pied un petit peu sur l'entraînement tous les jours. Je me souviens, en 2009, j'habite à Saintes, en Charente-Maritime, avec ma femme maintenant, Sarah. Et donc là, je me dis, bon, voilà, je fais mon entraînement sur le plat et tout, là-bas, à Saintes, et je vais faire des entraînements à Pau, 2009. Voilà, j'essaie, ça passe au pige, plutôt bien d'ailleurs, plutôt bien 2009. Et puis après, ouais, donc je termine mon truc 2009, début 2010, je sais plus, je sais même plus si je fais peut-être des piges en 2010, mais bon, j'étais déjà out. Là, à ce moment-là, je pars en Corse, je crois. Bon, je termine mon management du sport à Paris, à l'ESSEC. Et puis, entre-temps, je mets mon CV sur le site de la FIC. C'était possible encore à cette époque-là. Je ne sais plus comment, pourquoi. Et puis, les Chinois m'appellent, l'équipe du Guangdong m'appelle, donc je vais bosser avec eux. Je fais un peu du temps partiel avec eux, un mois parti, un mois revenu avec la famille, des choses comme ça. Oui, je commence à avoir un enfant en 2000, un premier enfant en 2009. Donc voilà, on fait ça pendant 2 ans. Et puis après, la famille vient en Chine 4 mois. Donc là, j'apprends plein de trucs au niveau coaching et notamment me faire confiance parce qu'il y a que moi et on me demande beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est bien, j'ai carte blanche. Donc j'ai fait beaucoup de choses. J'ai découvert d'autres manières de faire au niveau muscu, pas que ce que j'avais appris. Au niveau technique, je développe un peu des trucs et tout. Et puis, j'apprends à structurer, et à planifier et à livrer le message de manière très confiante aux athlètes et aux grands chefs en Chine. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Et puis après, je postule en Australie. Donc, j'arrive en 2013. Et puis là c'était le vrai job, on va dire. Pour la première fois, le vrai travail à plein temps d'entraîneur dans une équipe avec des gens que j'apprécie et que je respecte beaucoup en tant que coach à ce moment-là, et toujours d'ailleurs. Mike Drews, Myriam Fox, Jérusalemi, Richard Fox, qui est à ce moment-là directeur de la performance. Et donc, je suis pris, super content. On déménage 2013, février 2013. Et là, j'apprends le job. Là, j'apprends moins techniquement et physiquement et tout ça, parce que ça, je sais faire. Je prends mon groupe en marche et tout, enfin en main. C'est super, ça marche bien. Ce que j'apprends, c'est gérer la communication avec les athlètes, le travail d'équipe avec les coachs et gérer les conflits émotionnels, faire passer un message clair, neutre et avancer. Et pas t'enfermer, apprendre à communiquer et à garder la communication ouverte. Ça a été extrêmement important parce qu'il y a des moments où c'était très dur. Très dur, tu vas à l'autre bout du monde, tu as une famille, tu as des petits gamins, ta femme ne parle pas un mot, elle ne parlait pas un mot à ce moment-là, Sarah. Toi, tu bosses comme un chien, tu fais toutes les séances de muscu, toutes les séances d'eau vive, tu pars 3-4 mois en Europe. Et là, j'ai appris à me connaître et à gérer, à recevoir et donner des feedbacks durs, inconfortables, parce que j'ai eu un groupe d'entraînement pas facile à gérer. Voilà, avec des pressions, du staff, des machins, mais encore une fois, des gens avec qui, des staffs, des entraîneurs et un directeur de la performance qui étaient pour moi des gens très expérimentés que je respectais beaucoup, donc une soif d'apprendre énorme. Donc j'apprenais d'eux tous les jours, mais j'apprenais du système australien aussi. J'avais la chance d'avoir eu un espèce de programme pour me mettre le pied à l'étrier un peu dans le coaching en Australie, où j'apprends des choses, pas que des choses techniques de coach, pas que des compétences techniques, mais des compétences sur la com et bien gérer les athlètes,
Ouais, la communication de base avec les gens, savoir faire passer un message et gérer les conflits. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, si je fais un peu le rapport, c'est quelque chose, je pense, qui ne se fait pas de manière très automatique, qui se fait maintenant plus, mais à mon époque ne se faisait pas. Tu étais coach parce que tu étais un ancien champion, tu étais prof de sport, tu étais bon techniquement, tu savais mettre en place un plan d'entraînement physique et basta, quoi. Mais toute la gestion émotionnelle, il n'y avait pas trop, je pense. Donc j'apprends ça en Australie, beaucoup. Et maintenant, je suis beaucoup plus confiant dans gérer un conflit et puis dire les choses qui ne vont pas, en sachant que ce n'est pas la fin du monde. Ouais, tu te régales en Australie? Ouais, ouais, bien, ouais. Ouais, ouais, super. Ouais, ça fait longtemps. Toujours pareil, hein, ça fait longtemps que j'y suis, l'air de rien. Donc je me dis, tiens, j'ai besoin de renouveau. Mais en même temps, la famille est très bien. Je te la fais courte, quoi. On est bien ici. Euh, je me régale, moi, dans mon job. Il y a toujours des choses intéressantes à apprendre. Euh, mais je pense que je suis à un moment où j'ai besoin d'apprendre encore. Et là, en ce moment, pour être très honnête avec toi ou avec tous les gens qui écoutent, je suis dans un moment où je me tâte, je cherche savoir quelle est la prochaine étape pour moi pour continuer à me développer en tant que coach. Je tâtonne. J'ai quelques idées de développement professionnel, personnel. Voilà, il faudrait que ça se mette en place pour pas que je m'endorme sur mes lauriers parce que c'est trop facile. C'est trop facile de s'endormir sur ses lauriers et de faire de la merde, comme on dit trivialement. Et ça, j'ai horreur de ça. J'ai juste horreur de ça. J'aime bien évoluer et me sentir évoluer tous les jours. Et je sais que si j'ai pas ça en moi, ça va se voir. J'ai l'impression que ça se voit pour les athlètes ensuite. Et ça, j'aime pas. Moi, j'aime bien montrer par l'exemple, avoir de l'énergie, engagé, inspiré tous les jours à l'entraînement, quoi. Et, si j'ai pas cette flamme, je fais plus mon boulot comme il faut. Donc en ce moment, je me cherche un peu, mais ça va venir. Je fais confiance. J'écoute des podcasts, je m'instruis, et puis ça, il y a quelque chose qui va revenir. Bon, bah, on a hâte d'en savoir plus. T'entraînes qui en ce moment là? Euh, Plutôt les kayakums. Donc Lucien Delfour, Tim Anderson, Benjamin Pop, euh, Angus Thompson. Enfin bon, voilà, des athlètes qui sont un peu sur les Coupes du Monde. Mais plutôt les kayakums. On est un peu plutôt en catégorie L ici. C'est comme ça qu'on l'a fait. Voilà. Euh, Dan Watkins, mais là, il met un peu entre parenthèses en ce moment, après Ouais, les c'est ce que Jeux. tu me disais tout à l'heure, il fait une petite pause. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, non, voilà, ouais. Et puis un peu les jeunes aussi maintenant. J'ai un petit peu les jeunes, j'ai un côté apport technique pour les jeunes, le développement, mettre en place. Il y a tellement plein de choses à faire en Australie. Il y a Titouan qui est arrivé aussi, Titouan Duprat, un Français, qui prend les jeunes en main. Mais disons que je joue un peu le rôle de on appelle ça leader technique, on va dire, sur le côté développement des jeunes. Mettre en place une structure enfin, c'est pas l'école de pagaie, mais quand une fois qu'ils sont un peu dans un pôle, comment tu structures l'apprentissage technique, parce qu'ici, c'est un peu tout fou. Il n'y a pas vraiment un vrai processus d'apprentissage, en tout cas documenté, on va dire, et lié avec les coachs. Mais, donc voilà, je joue un peu ce rôle aussi. Ok. Bon, bah écoute, beaucoup de plaisir. Moi, je me suis régalé à t'écouter. Je pense que c'est le podcast le plus long d'assez loin. Donc, Ah, bah, désolé. non, non, franchement, moi, j'ai adoré. J'espère que bah, ceux qui écoutent ont pris autant de plaisir que moi. Et bah, merci beaucoup d'avoir pris du temps au bout du monde pour partager un peu ton parcours. Et bah, on a hâte d'en savoir plus sur voilà, où tu vas. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la prochaine étape pour toi? Voilà, donc merci à toi, Julien. Ah, merci, merci. Et, attendez les Australiens, on a hâte de revenir avec une équipe entière en Europe avec ce méchant Covid. Ouais, on a hâte de vous revoir sur le circuit. Ouais. Merci. Super. Bah, allez, merci à toi, Julien, et bonne continuation. Ouais, bonne journée à toi. Salut.
Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.